Allez, salut les gars, bienvenue à tous. Alors, on va faire un live spécial aujourd'hui en rapport avec ce fameux musée de Nintendo qui a été conçu dans je ne sais quelles circonstances au Japon pour faire plaisir premièrement aux fans et puis deuxièmement, bien sûr, faire du commerce et puis mettre la valeur de Nintendo, de la compagnie Nintendo en avant. Alors, est-ce que sincèrement, après la vidéo que l'on a pu voir, ça va être quelque chose de très intéressant, ce que va nous proposer Nintendo avec cette vitrine du musée. Alors, salut à Colonel Harry et Thomas François Jean, bienvenue à vous les gars. Ça sera bien sûr comment dire, une vidéo qui sera en replay hein, pour ceux qui voudront voir la vie qu'on a eue autour de ce musée au Japon Nintendo. Alors à travers cette vidéo, je vais encore une fois essayer de vous mettre en valeur le fait que le musée, c'est terminé. Ça n'intéresse plus personne. Et on va regarder deux trois passages de cette vidéo-là pour vous montrer que Nintendo va utiliser leur avancée technologique à travers les vitrines que l'on va voir dans ce musée pour mettre en avant que Nintendo est une compagnie avant-gardiste et qui est une société sereine, pérenne dans le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui, mais leur but n'est absolument pas de faire un musée. Ça n'a jamais été un but de leur part de faire quelconque musée que ce soit. Dans le passé, s'ils avaient eu sincèrement envie de le faire, ils l'auraient fait depuis un moment. Vu toutes les machines qu'ils ont sorties depuis des années, vous allez voir que ce musée-là est pour affirmer leur position aujourd'hui dans le commerce et leur position de leader dans le divertissement pour une tranche d'âge hein, voilà, de joueurs et pas forcément les gens qui adhèrent aussi à ce monde d'adultes qui est réservé peut-être à Sony et puis Microsoft. Eux, ils se considèrent encore une fois les leaders du marché des jeunes, des ados et puis des adultes qui sont restés enfants dans leur façon de voir les choses. Et vous allez me dire ce que vous en pensez de ce musée-là, mais pour moi c'est simplement une vitrine marketing hein, d'un roi dominant depuis des années qui veut affirmer sa position sur le marché à travers voilà cet espace qu'on appelle musée. Alors des gens peuvent l'appeler musée s'ils ont sincèrement envie. Il faut bien donner un terme à un lieu, à un espace. Je vais vous montrer à travers également ces passages de vidéo que je crois voilà, que vous avez compris que les musées qui s'effondrent en Europe, en France ou dans d'autres pays, c'est pas non plus le hasard. C'est simplement que les gens n'ont pas forcément l'attrait pour ce genre de lieu, prêts à payer, prêts également à voir des machines qu'ils peuvent voir chez d'autres personnes. Je sais pas si on peut en parler tout de suite, mais aujourd'hui, le plus grand des musées que vous pouvez avoir, voilà, comment dire, chez les joueurs, ce sont chez les collectionneurs. Les collectionneurs ont les plus grands musées qui soient, et vous allez voir même un plus grand nombre de jeux et de variétés de produits dans des boutiques, également des lieux de vente divers établis dans les boutiques indépendantes hein, tant qu'elles existent. Hein. Les musées si on peut considérer un musée en tant que tel, ça existe depuis des années. Vu le prix de certains jeux, il y a des jeux qui ne bougent pas en vitrine, donc évidemment, le musée, avec la panoplie de jeux à travers ces vitrines-là, existe déjà depuis des années. Je pense pas que Nintendo, avec voilà, le pauvre étalage qu'ils nous ont mis en valeur, ça va donner un attrait supérieur à ce genre d'établissement. Alors salut à Cédric Vidal et salut Zone 51. Alors toi tu aimes beaucoup le concept du musée, mais ça fait plus espace de divertissement original Nintendo qu'un musée.
Toi, alors salut Franck Clément. Il y avait un musée jeux vidéo à Strasbourg, il a fermé, oui, c'était pas terrible. Quand on connaît les plus belles collections d'Alsace, bah c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu as l'idée de faire un musée, c'est un running gag, hein, faut dire la vérité, hein. Le musée, c'est quelque chose que des gens ont envie de faire, mais qui est absolument pas possible de mettre en place vu les ressources que comment dire les municipalités peuvent te fournir pour garder en vie ton musée, le surveiller, etc. Et aussi également voilà les gens qui sont prêts à amener une partie de leur collection, hein, pour nourrir ce lieu. Alors vous allez voir que à travers ces petits passages de vidéo, ce qui est inquiétant, c'est que Nintendo n'a mis en place, bien sûr, déjà que leurs produits, ça, parce qu'ils n'ont pas forcément le droit non plus de mettre des produits Taito, Data East, etc. Donc on n'aura que la ludothèque de jeux Nintendo sortis dans les années 80. Alors je pense qu'il y a également tout ce qui est jeux de cartes, etc., qui va apparaître à un moment donné pour faire plaisir à des gens. Avec, vous le savez, voilà, Nintendo qui a commencé il y a des années et des années dans un autre domaine, avant de s'attaquer aux jeux vidéo. Ils ont également confectionné quelques bornes d'arcade, etc. Mais ça reste vraiment principalement depuis 83 le marché de la console de salon, avec la Famicom. Et puis le produit qui est sorti également aux États-Unis avec la NES, et puis en Europe, voilà, sous le même nom. Alors ils ont été révolutionnaires sur plusieurs points avec par exemple, hein, la mise en place de nouvelles technologies au niveau du hardware, au niveau des contrôleurs et puis au niveau des différents accessoires, voilà, avec plus ou moins de réussite, hein. Il y a eu le Power Glove et des choses comme ça. Voilà, tout le monde sait à peu près comment Nintendo a fait son beurre depuis des années. Maintenant, est-ce que ce musée, quand vous le voyez, parce qu'on va faire le tour rapidement, hein, est-ce que ce musée, quand vous le voyez, alors il y a Shigeru Miyamoto qui est là, bien sûr, qui est là, le créateur de Mario, qui est là pour présenter le musée aux gens qui vont venir visiter. Euh, la plupart des joueurs aujourd'hui, mettez-vous dans la peau d'un joueur si vous n'êtes pas un joueur, si vous n'êtes pas non plus un collectionneur, vous aimez le jeu vidéo, vous aimez simplement le jeu vidéo. Vous êtes une personne lambda. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez aller au Japon comme si vous alliez à Disneyland en Europe, est-ce que vous allez aller au Japon, visiter ce musée, ça va faire partie de vos priorités dans votre voyage si vous n'aimez pas le jeu vidéo? Alors si vous aimez le jeu vidéo, bien sûr, vous allez y aller si c'est sur votre passage, voilà, dans le comment dire le plan de votre voyage. Maintenant, j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question pour vous les gars. Vous êtes joueur, vous êtes collectionneur de rétro gaming, parce que là on parle pas de, vous n'allez pas avoir un musée sur la Switch. Hein, on est d'accord. La Switch, pourquoi faire un musée? La Switch, elle est en activité. Vous allez chez Carrefour, vous allez chez Auchan ou la Fnac, Micromania. Les jeux ils sont devant vous. Vous voyez beaucoup plus de choses que dans un musée consacré à la Switch. Donc voilà, on est d'accord. C'est un musée consacré au rétro gaming. Quel est le pourcentage de gens aujourd'hui dans le monde, en Occident, en Asie, en Orient, qui jouent et collectionnent des anciennes consoles? Ces gens, chez eux, n'ont-ils pas déjà toutes ces machines? Pourquoi iraient-ils au Japon voir ces machines sous une vitrine alors qu'ils peuvent très bien aller dans une boutique indépendante à côté de chez eux ou une convention une fois par an ou 2 fois par an, voir ces machines-là s'ils ont envie de les voir parce que ça fait longtemps qu'ils ne les ont pas vues? Il y a toutes ces questions à se poser. Pourquoi ces gens, voilà, qui sont européens, qui sont occidentaux, américains, qui soient en Alaska, en Russie, pourquoi ils iraient au Japon dans un musée Nintendo voir des Super Famicom, des Famicom,
voire des Game & Watch, voire qui ne sont pas jouables, premièrement qui ne sont pas jouables, alors que chez eux, pour une somme beaucoup plus simple, voilà, ils ont la possibilité de jouer à ces machines, de les voir dans des magasins, de les voir dans des conventions. Pourquoi on irait payer et aller dans ce genre de musée s'il n'y a pas le côté divertissement, amusement pour jouer avec ces machines et se faire plaisir? Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, tous les musées se cassent la gueule, en fait, en Europe, quand on essaye d'en créer un? Même dans une petite ville, hein, Schittegheim, je sais pas où, là. On essaye de créer, voilà. Vous imaginez, vous êtes dans votre mairie, voilà, avec une ville dans laquelle où il y a 20 000 habitants. Faire la promotion déjà d'un musée au niveau du conseil régional dédié au rétro gaming, les gens qui ont 45-50 ans qui s'intéressent pas du tout aux consoles anciennes parce que ils sont passés à autre chose ou ils ont arrêté le jeu vidéo, ils vont trouver ça assez comment dire. Il faut bien se mettre en tête que la niche et le pourcentage de joueurs qui, encore une fois aujourd'hui, s'intéressent au rétro gaming est minuscule. Minuscule. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, quand on fait un homebrew, que ça soit sur Mega Drive, sur la NES, c'est tiré à 500 exemplaires les jeux, en France par exemple. Enfin, c'est tiré autour de 500 ou 1000 exemplaires, certains titres. Bien sûr, si ça marche bien et qu'il y a un gros côté marketing, on en fait 5000, 4000. Vous imaginez que dans les années 80, certains jeux Nintendo, certains jeux Sega se vendaient à 2 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions d'exemplaires. Demandez-vous juste aujourd'hui le rapport qu'il y a entre les gens intéressés par le rétro, ceux qui sont prêts à payer également pour aller voir ces machines, et ceux qui sont prêts à y jouer gratuitement sur émulateur et aller dans les boutiques, voilà, jeter un œil, 10 secondes, voir ces machines-là, sans payer, sans se déplacer forcément très loin. C'est une des simples raisons pour lesquelles les musées aujourd'hui se cassent la gueule et ne sont pas rentables pour exister dans le futur au niveau du rétro gaming. Le rétro gaming, ça doit être un ensemble de choses. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi je vous dis que le musée, par exemple, de Thèves ne verra pas le jour dans les circonstances actuelles s'il n'y a pas un projet à côté de bornes d'arcade jouables, de divertissement, de lieux de vacances, d'hôtels, de ci, de ça, d'autres choses à côté qui vont amener les gens aux jeux vidéo. S'il y a simplement une salle d'arcade et des consoles sous vitrine, c'est mort. Les gens ne sont plus prêts à payer pour ça, c'est mort de chez mort. Là, on en a déjà parlé dans des lives précédents, la salle d'arcade à Disneyland a fermé, elle avait été désertée pendant une dizaine d'années avant que ça ferme. Plus personne n'y allait pratiquement. Pourquoi tenter de refaire ce même genre de lieu qui avait déjà tout, hein, si vous connaissez voilà, Disney, il y a un parc d'attractions, il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a tout. Les salles d'arcade, ça n'intéressait personne. Alors bien sûr, là en plus de ça, voilà, c'est noble l'idée, attention, l'idée est noble de dire, tiens, Nintendo va faire un musée, mais il faut arrêter les gars d'écouter ces gens sur les réseaux sociaux qui vous disent c'est génial, Nintendo a fait un musée, c'est formidable. Bah non, c'est pas formidable. Parce que la forme et le concept ne sont pas adaptés à la modernité de notre génération actuelle en 2024. Alors, Cédric Vidal, tu dis un musée Nintendo, c'est mérité. C'est un parc d'attractions à leur gloire, tu dis Vitali. Zone 51, les meilleurs musées seront peut-être dans plusieurs années, lorsque de grands collectionneurs lègueront leur collection après leur mort. Peut-être. Salut Ride the Last, The Game Leaderboarder. Ouais. De toute façon, les plus beaux musées aujourd'hui, c'est chez les collectionneurs, s'ils vous ouvrent leurs portes pour faire visiter, et puis les boutiques qui sont encore en activité, qui ont... La boutique de Full Set aujourd'hui à Paris, c'est si vous n'avez pas l'option d'acheter quoi que ce soit au niveau financier,
c'est largement plus intéressant d'aller dans une boutique indépendante, de voir ce qu'il y a dans les vitrines, que d'aller au musée Nintendo qui soi-disant va recréer un peu une atmosphère divertissante des années 80. En plus, voilà. Sur le papier, c'est pas la priorité. Maintenant, il y a déjà le Nintendo World pas loin. Ils feront peut-être un circuit touristique, un tram tour, ouais, peut-être, ouais. Euh, alors, salut Ungames. Alors, si Miyamoto m'invite au musée, est-ce que j'y vais? Non, j'y vais pas. Non, 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 je m'en fous. Je m'en fous total. Non, non, non. C'est. Non, parce que sincèrement, ces machines-là, je les connais, je les ai vues. Alors là, voilà, avant Nintendo, ils avaient bien sûr. Ils montrent une des premières maisons de Nintendo, voilà, des années 80. Ils racontent un peu l'histoire avec les Game Watch. Alors, ils vous montrent la Famicom. Alors, la Famicom, il faut savoir que la génération d'aujourd'hui, il y en a plein qui ne l'ont jamais eu. Ma génération à moi, et les générations en dessous, ils l'ont jamais eu cette Famicom en Europe parce que les télés c'était une barrière pour la faire marcher. Les télés ne marchaient pas avec le signal du câble antenne. Donc en effet pour certains la Famicom ça reste une curiosité. Mais au final, vous avez les jeux qui sont arrivés sur la NES en Europe et on les a vus. Là, vous allez voir des machines différentes, c'est vrai, mais ça va s'arrêter là. Quel est l'intérêt? Parce que ces machines-là, vous allez dans des conventions, vous pouvez jouer avec. Là, c'est sous une vitrine, vous n'allez pas pouvoir jouer avec. La plus grande des escroqueries de ce musée Nintendo, ça serait en plus de ça qu'ils auraient refabriqué des boîtes d'origine pour mettre sous la vitrine des belles boîtes parfait état, vous savez, et qu'ils aient recréé également des consoles en usine à un exemplaire pour mettre sous vitrine comme ça et pour embellir le fait que la console soit en parfait état. Alors là, ça serait encore une des plus, enfin, ça serait une escroquerie qui décrédibiliserait ce musée si on apprenait que Nintendo a refait des consoles pour ce musée-là à l'occasion. Je pense pas que Nintendo, par exemple, ils aient, vous savez, fait appel à des rétro gamers pour racheter des consoles et en allant sur eBay ou Vinted pour mettre dans le musée Nintendo. Donc d'où viennent ces consoles? C'est une bonne question. Moi, je me pose la question en direct en fait. Je me la suis pas posée avant. Je me suis pas préparé à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien savoir en fait d'où viennent ces consoles qui ont l'air en état vraiment intéressant. Donc voilà, vous avez la NES et la Famicom qui sont côte à côte. Alors Vitali, ils vont faire des partenariats avec les écoles au Japon. Les gosses le visitent en tant que musée et rentrent à la maison pour demander des produits Nintendo à leurs parents. Je sais pas. Franchement, oui. Alors tu peux faire visiter aux gamins les trucs comme ça avec les écoles. Sincèrement, après, je pense pas que les gamins, ça va les inciter à aller acheter une Switch ou des choses comme ça. Il y a un côté d'affirmation, en fait, de la souveraineté de cette compagnie Nintendo. Hein. Je pense que c'est pas que ça reste accessoire, cette idée de musée, mais ça fait partie, en effet, d'un projet marketing futur avec le parc d'attractions Mario Bros, là, Nintendo, qui est sorti de terre. J'ai envie de voir ce que ça va donner par rapport, bien sûr, à d'autres parcs d'attractions dans le futur. Alors voilà comment c'est présenté. Vous voyez quand même qu'au niveau des vitrines, franchement, bon, t'as vite fait le tour. On se croirait chez Jiffy avant la liquidation des consoles NES en 90 ou 93 ou 94, j'en sais rien. Non, mais bon, j'exagère, mais ça n'a rien d'attrayant.
Alors, on essaye de t'apprendre que la NES, voilà, en Occident, c'était une autre console, elle n'était pas comme la Famicom. On te montre les différents formats avec le format classique. Alors là, c'est marrant, ils te mettent version européenne de Donkey Kong. Bah, en fait, pas forcément. C'est la version classique, c'est pas la version spécialement européenne. Voilà. Alors là, il y a marqué classique. Là, c'est marqué classique, voilà. Mais après, moi j'ai pas écouté les commentaires voilà, de ce qu'ils racontaient. Alors ils disent le design et la taille des boîtes étaient différentes entre les versions. Est-ce que tu as besoin d'aller dans un musée pour apprendre que les tailles des boîtes étaient différentes quand tu es rétro gamer ou collectionneur? Tu le sais déjà. Ça c'est bien pour qui en fait? C'est bien pour les gens qui connaissent pas du tout cette console là et qui se disent ah ouais, tiens dans les années 80 il y avait ça, ok d'accord. Moi j'ai commencé à jouer sur PS4. Mais est-ce que tu vas donc aller dans ce genre de musée je pense pas, quoi. Pour t'instruire. Même les Japonais, hein, les Japonais, je suis pas certain qu'ils auraient envie d'aller s'instruire à travers ce genre de musée. C'est assez étrange, hein. Je pense que ça va finir en magasin Nintendo comme à Tokyo avec un Zelda et un Mario Bros, un Link au centre du magasin, plein de Funko Pop et des peluches, des t-shirts, ça va finir comme ça, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Et puis autour, accessoirement, il y a des anciens jeux façon musée. Mais c'est pas forcément, j'ai l'impression, le but de Nintendo. Ils vont encore nous faire un grand centre commercial. Alors peut-être que ça, c'est à la fin du centre commercial aussi, hein, vous voyez? Où à la fin, bah, t'as acheté des trucs, tu visites, et puis ça, tu passes devant, et sans forcément. Voilà. Euh, alors, Tev n'a jamais donné de date d'ouverture, et je pense qu'il en donnera jamais. Je pense que c'est un running gag, les gars, ne vous faites pas avoir avec cette histoire-là, ça verra jamais le jour. Mais j'aimerais bien savoir où les fonds vont partir, personnellement. Ça m'intéressera de savoir de vérifier tout ça par la suite. Ça se trouve, ils sont partis dans la cérémonie d'ouverture des JO, hein, je sais pas. À savoir si c'est ludique aussi, si c'est ennuyant, c'est pas la peine. Ouais, franchement, sur le papier, oui, ça on avait dit, ok. Euh, Ça marche aussi pour y amener des futurs partenaires commerciaux. Est-ce qu'on a besoin de faire un musée pour amener des partenaires commerciaux? Ouais, je sais pas. Alors là, ils ont mis des télés en haut. Alors, est-ce que ce sont des télés cathodiques? Bah non, ce sont des télés LED. Il n'y a pas de TV cathodique, donc déjà le musée, il a pas l'air de respecter les normes d'époque. Ça c'est... Je dis pas que c'est problématique, mais déjà ça montre qu'il y a de la négligence dans la façon d'aborder ce genre de musée. Mais qui ne connaît pas Super Mario Bros déjà? Voilà, qui ne connaît pas ce jeu? Euh, imaginez par exemple que à la fin, voilà, le musée qu'on pourrait avoir en Europe, hein, si le projet aboutissait. Et est-ce que vous seriez prêt à payer une entrée à 7 ou 12 euros, voilà, pour aller voir ça? Non mais faut être sérieux à un moment donné. Vous voyez à quel point, déjà par rapport à ce que je vous ai dit au début de l'émission, que ça, ce projet de musée, c'est accessoire dans un commerce en fait. On va pas voir le musée, on va dans un lieu pour se divertir, acheter et découvrir des choses. Mais s'il y a simplement que le musée, les générations d'aujourd'hui sont, bien sûr, grâce au réseau internet, aux iPhones, sont très très déjà informés sur toute l'histoire de Nintendo en un clic hein, sur leur téléphone. Pourquoi avoir le besoin de se déplacer dans un lieu pour voir les mêmes choses que sur ton téléphone en image? Il y a que au final, voilà, les consoles en physique qui pourraient être un avantage pour aller sur le lieu. Mais ces consoles-là, tu peux y jouer sur un émulateur chez toi et tu peux les voir dans des boutiques indé ou des conventions. Ça n'a aucun intérêt.
Alors là, par exemple, on nous montre une vitrine où vous avez des accessoires que Nintendo. Je vous avais dit, hein, Nintendo, ils adorent les accessoires et ils en ont fait des tonnes. Pour Wild Gunman, par exemple, Hogan Alley sur la Famicom, les jeux de tir, ils nous ont mis voilà ils nous ont mis un Colt de western. Ils ont fait des carabines, ils ont fait des guns également. D'ailleurs, le premier gun de la NES ressemblait trop en fait à un vrai pistolet. Donc ils l'ont peint en orange et ils ont changé un peu la forme. Et bah il y a plein d'accessoires, voilà, d'avant console Nintendo, des jeux de société, des jeux de cartes, des poussettes pour enfants comme vous voyez. Voilà. Il y a une Game Watch Blanche-Neige derrière, on voit. Il y a une, là, je crois que c'est une imprimante ou quelque chose comme ça. Donc là, vous avez à côté, vous voyez le gun dont je vous parlais. Il y a une carabine. Voilà. Des jeux de société. Ça donne pas envie, hein. Franchement, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie du tout. Ouais. Alors, ce sont également voilà, des accessoires, comme ils disent, qui ont fonctionné dans les salles d'arcade. Ils ont dû faire, alors peut-être qu'ils ont dû faire des cibles de fléchettes. Là, on voit un truc pour jouer à la roulette, comme dans les casinos. Voilà, ici on a, je crois que c'est une des consoles Pong d'époque. Vous me direz hein, si je me trompe, il n'y a pas de problème. Hein. Je connais pas toutes les machines. Hein. La Color TV Game 6 et 15. Alors, ce serait mieux qu'il recrée un Neo Geo Land à SNK. Ah, ça serait pas mal. Hein. Une salle d'arcade à Disney, c'est no go vu les dépenses dans les parcs, ça a augmenté de fou. Salut Setsama, comment tu vas? Oui, ce sera mieux qu'il recrée la salle Neo Geo. T'inquiète pas, ils ont tout prévu, il y a des émulateurs dans le musée pour jouer. Ah bah, je vais payer un billet d'avion pour aller au Japon, et puis je vais aller, bien sûr, faire quelque chose que je peux faire de chez moi. Comme aller également dans des boutiques indées voir les machines. C'est quand même assez incroyable. Tout l'intérêt des musées d'œuvres d'art, parce que là ce ne sont pas des œuvres d'art, hein, c'est une évolution technologique dans le divertissement. Euh, Tout l'intérêt des œuvres d'art, avec des tableaux et puis des sculptures, ce sont des œuvres uniques. On peut pas les voir ailleurs, il n'y a que dans un musée que tu peux les voir. Des Famicom, il y en a combien dans le monde? Des NES, il y en a combien dans le monde? Des Super Nintendo, des Super Famicom? Des jeux Donkey Kong, des jeux Mario Bros, il y en a combien dans le monde? Des millions, il y en a. Alors bien sûr, il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est pas une œuvre d'art unique ni une œuvre d'art tout court. L'intérêt du musée, c'est quand justement tu peux ne pas voir, tu ne verras pas cette œuvre ailleurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas chez n'importe quel obèse qui a un sac à dos, le mec il a une famille comme chez lui, et on te fait croire que parce que c'est dans un musée, bah c'est quelque chose d'exceptionnel. Bah en fait non. En fait non. Non mais c'est tout. Moi je vulgarise en fait ce musée parce que pour moi c'est pas forcément quelque chose d'intéressant et de pertinent en fait. Salut Newtiac City. Bah apparemment, bah personnellement moi j'ai pas vu le concept en entier hein, au niveau de l'amusement, mais il y aura des jeux. Mais tu ne pourras pas jouer certainement à d'autres jeux que ceux Nintendo. Maintenant, faire des parties de Shifumi ou des bingo là, sur écran géant en découvrant des cartes de jeu ou je ne sais quoi, moi ça m'intéresse pas, moi. Enfin, et ça intéresse pas plein de monde. Alors les cartes, voilà. Alors là, c'est un jeu de baseball, un des premiers jouets de jeu de baseball en 68, c'est marqué.
Voilà, donc si tu as envie d'aller voir ça, tu peux le voir dans le musée ou tu peux le voir également ici, voilà, dans une vidéo. J'ai un petit peu participé à son élaboration, il nous dit. À l'époque, il avait une salle de détente dans les bureaux. Alors oui, ils ont recréé les bureaux où ils pensaient à conceptualiser les jeux, etc. Vous voyez. Voilà. Alors Vitaly, ça ressemble plus à un musée commercial, comme il y en a parfois au rez-de-chaussée des grandes entreprises. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Moi, je pense qu'en fait, ce musée, il a seulement un intérêt pour Nintendo parce que il y a à côté, il y a un lieu commercial. Et puis il y a le parc Mario Bros qui a ouvert, etc. Donc là, là vous avez une chambre façon gamer des années 80, 90, voilà, qui aurait mis sous Crystal Box un Mario Bros. Je pense que déjà, voilà, ça ressemble pas du tout à la chambre de quelconque gamer des années 90. On n'avait pas du tout de fétichisme pour les figurines, ça n'existait pas forcément, mis à part des jouets avec lesquels on faisait la bagarre, là, comme les G.I. Joe et tout, là. Les poupées Mario et tout, non, il y a personne qui mettait ça sous une Crystal Box sur une étagère. Voilà, ces salles sont des reconstitutions de pièces des foyers japonais de l'époque. Alors je vous dis, en plus de ça, si on nous ment sur le concept en ayant recréé en usine des nouvelles consoles pour mettre dans le musée et qu'on nous fait croire que dans les années 80-90 c'était comme ça au Japon, dans les chambres des gens. Alors il faut savoir que déjà au Japon les chambres sont minuscules, les lieux sont minuscules et les plafonds sont déjà pas aussi hauts que ça. Donc j'ai là déjà j'ai quand même déjà un gros doute hein, sur la façon de présenter les choses par rapport aux reconstitutions de chambres d'enfants japonais. Avec apparemment des vinyles, là je vois des vinyles ou je ne sais pas ce que c'est, voilà, je sais pas. Donc là il y aurait le jeu de baseball par terre. Voilà. Et donc il va taper dans la balle. Voilà. Donc là, vous passez sûrement devant les différentes pièces et puis vous avancez. Ça ressemble plus à une pièce, un salon occidental, là, aux États-Unis par exemple, où vous avez la télé avec le meuble en bois. Voilà. Là, vous avez de la bière. Je sais pas. Non, mais voilà, c'est. Pourquoi pas, je sais pas. Donc là, vous avez une imprimante qui a dû servir soit pour des gamers ou des professionnels. Voilà. Viser des objets de chaque côté de la pièce. Alors on peut viser les objets, d'accord. Et quand tu tires dedans, alors tu défonces tout et c'est quoi l'histoire? Dans les années 70, Nintendo a rénové des salles de bowling. Alors Nintendo a touché à plein de choses, ok. C'est un peu Jurassic Park en fait, hein, mais il n'y a pas de dinosaures. Ils t'apprennent en fait à l'histoire de Nintendo à travers des différentes scènes. C'est un peu comme Small World, mais il n'y a pas la musique de Small World avec la petite voiture, le petit bateau. Alors Newtek dit c'est l'inventeur de la Game Boy qui a créé le jouet de baseball. C'est ses débuts. Bien, bien. Ils vont mettre des pachinko pour rentabiliser le musée, ouais, des machines à sous. Ouais. Il y a un magasin à la sortie. Je pense qu'il y a un magasin à l'entrée, à la sortie, en dessous, en haut, il y en a partout. Ouais, ouais, c'est ça, Jules. On dirait un salon américain. Ouais, c'est ça, voilà. Avec ce qu'on avait montré ici, voilà, avec les petites briques, voilà, dans les années début 80, avec le père qui fume la cigarette et puis qui va avoir ses matchs de baseball et la femme qui cuisine dans la cuisine. Alors là, il y a le super scope, le zapper, mais on connaît tout ça. On connaît tout ça, je comprends pas l'idée. En fait, si le musée est pas divertissant pour les gens qui ont déjà ça, quel est l'intérêt en fait? Ah, tu te poses la question, Vitalis, s'il y a un magasin à la sortie? Bah, moi, comme je te disais, je pense qu'il y a un magasin à l'entrée, à la sortie, il y en a partout un magasin, tu vois.
Franchement, je suis pas. Bah, il y a des gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas impressionnés par ce genre de musée. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Je pense que ça va faire un flop assez énorme. Alors là, bien sûr, on pourra tirer sur les trucs à l'écran, façon, comment dire, vous savez, Toy Story à Disney, là, où on tire sur les trucs. Mais on est statique, on est debout. C'est un peu à l'ancienne, hein. Ils auraient dû faire un parcours où on, je sais pas moi, enfin, un parcours où t'es dans un truc, t'avances, je sais pas. Ouais, ouais, est-ce que t'as envie de jouer à ça quand tu vas là? Enfin, je sais pas. Enfin, il a l'air content, mais j'ai plus de pitié. Alors, la manette Nintendo 64 avec Mario, la manette Famicom. Bah voilà une bonne idée de collectionner des manettes chez vous. Regardez les gars, faites des tables en forme de manette. Des tables de salon en forme de manette. Essayez de poser une assiette après. Au lieu de collectionner des boîtiers anti-vol. Hop. Voyons si deux personnes peuvent partager cette manette pour jouer ensemble. En plus, il y a des défis à la con. Mais attention, hein, voilà, moi je dis ça de façon ironique, hein, c'est par rapport à la vidéo, à la présentation du musée, hein. Je suis d'accord avec toi, New Tech City, hein, c'est un grand homme au niveau de l'évolution des technologies pour le divertissement. S'il avait pas été là, peut-être vous me direz, il aurait été remplacé par quelqu'un d'autre, dans une autre direction. Mais grâce à lui, on a connu des très grands jeux. Maintenant, je pense qu'il soit pas apte à créer un musée pour les enfants d'aujourd'hui. Même pour les ados qui ont connu ces consoles et ces jeux. Parce qu'on a quand même 20 ans d'écart avec ce mec-là. Facilement, hein. Lui, il trouve amusant, en fait, ce genre de concept en mettant une grande manette et façon le film avec Tom Hanks, Big, là, et puis ou même de tirer sur un écran projecteur avec un super scope. Moi, sincèrement, j'étais ado quand la Super NES est sortie. Ça m'amuse pas de tirer avec un super scope sur un écran rétroprojecteur. Alors peut-être que ça va amuser les petits enfants, voilà, je sais pas. Alors là, on peut jouer à deux. Avec, par exemple, il y en a un qui appuie sur les boutons et l'autre qui met la direction. Alors déjà que tout seul, tu en chies. Mais alors là, je peux vous dire que à deux, tu passes même pas le premier stage. Sauf si tu t'amuses pas à essayer de récupérer les items ou voilà. Si tu veux faire simplement le niveau en avançant rapidement, il y a peut-être moyen. Aujourd'hui, Miyamoto, il s'amuse, il a plus rien à prouver, il est pété de thunes, tu m'étonnes qu'il est content. Ouais, c'est clair, il est pété de thunes, mais il a oublié qu'il y a des gens en fait qui doivent aller dans le musée, s'amuser et se faire plaisir et apprendre des trucs. Je suis pas certain en fait que tu t'amuses plus que 2 minutes sur une grosse manette. Déjà, il faut se dire un truc, c'est que tu vas faire la queue pour rentrer dans ce bordel. Et ça va lasser les gens de voir qu'ils ont fait la queue pour un truc qui sert à rien, quoi. Sachant qu'ils ont tous les jeux à la maison. Il y a que le côté accessoire et divertissement qui peut être intéressant, mais il a l'air complètement foiré et terne, austère. Ouais, vous voyez, Nintendo, c'est la couleur, c'est les personnages. Où sont les personnages là dans le musée là, les petits persos avec tout ce qui est Todd, Yoshi et puis ils sont où les personnages là pour amuser un peu la galerie? Y a rien du tout là, c'est noir, c'est terne, c'est sobre comme dirait Carole Quinten. Il se passe rien. Mais lui il a l'air content parce que lui c'est un gars des années 70. Vous voyez ce que je veux dire? Alors aujourd'hui, je ne vous ai montré qu'une partie du Nintendo Museum. Alors il y aura sûrement un endroit, voilà, alors peut-être que il y aura les ébauches, voilà, et les esquisses des premiers dessins dans un lieu où on pourra apprendre à dessiner, une école comme un Disney au studio où on vous assoit et puis on vous demande de faire deux trois dessins pour recréer des personnages.
Pourquoi pas, il y aura sûrement voilà un lieu pour se restaurer. Il y aura sûrement voilà un spectacle avec des figurines qui vont danser, et ça il va être content, et j'en sais rien. Et puis voilà. Ouais. Il y a beaucoup de salut Brasildom. Moi, il y a beaucoup de flingues tu as vu chez Nintendo dans les années 70-80. Ouais, ouais, ouais. Et même 90 avec le Super Score. Carrément un bazooka. Un comble pour un éditeur qui ne voulait pas de sang dans le premier. Mais tu sais qu'il y a plein de gens, tu vois, qui ont jamais terminé Pilot Wings, qui ont simplement fait le premier niveau, mais Pilot Wings, en fait, c'est après t'as la guerre du Vietnam. T'as des bombardements et tout ça, hein. C'est Pilot Wings, il est assez violent au final à la fin, hein. Enfin, à partir du milieu, hein. Tu apprends en fait à larguer des bombes au napalm et tout, c'est n'importe quoi. Pilot Wings, il est assez violent. Après, c'est un musée grand public, c'est pas destiné pour les hardcore rétro gamers. On est plus intelligent que ça. Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr que les. Moi, quand je vois des gens collectionner des boîtiers anti-wall, je me demande en fait s'il n'y a pas eu un problème dans la matrice, quelque part. Mais bon, ce musée-là, c'est pas qu'il fait peur, c'est qu'il n'est pas adapté au marché moderne, je trouve, des joueurs. Je me demande vraiment qui va aller là-dedans en fait. Je suis pas inquiet pour Nintendo parce que Nintendo en fait, pour eux c'est accessoire ça. Ils misent pas leur économie sur ce musée. C'est pas ça qui va les faire vivre. Ça c'est accessoire en fait dans leur entreprise. C'est un bonus. Mais pour l'instant ça a l'air très très mal parti, hein. Sincèrement, vous voyez le truc. La présentation elle est ridicule. La présentation date des années début 80. Je pense qu'ils n'ont pas pris la bonne personne pour représenter le musée. Miyamoto, il aurait dû être accompagné d'une belle jeune fille ou de quelqu'un très en hype au niveau des jeunes dans le monde. Mais voilà, vous imaginez, vous rentrez dans le musée, la première scène que vous voyez, c'est ça. Voilà, des vitrines avec des consoles que vous avez déjà vues sur République ou dans des conventions. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors heureusement qu'on officialise que c'est un musée Nintendo. Parce que je pense que sinon on aurait eu du mal à comprendre ce que c'est. Alors moi je suis fan bien sûr de Nintendo au niveau des jeux et des hardware qu'ils ont proposés aux gens. Aujourd'hui j'ai encore une Switch même. J'ai eu toutes les consoles Nintendo depuis la NES, enfin depuis la Game Boy. Parce que ma première console Nintendo c'est une Game Boy et j'ai eu des Game Watch avant. Mais j'ai pas eu la NES je l'ai acheté plus tard. Mais si vous voulez, au niveau des générations, on peut dire que voilà, moi j'ai connu toutes les consoles Nintendo, sauf la Wii U que j'ai jamais voulu acheter. Et je le sentais pas en fait. Je le sentais pas et puis ça m'intéressait pas. Mais j'ai eu le flair pour ça. Mais sinon, Nintendo, grâce à eux, moi j'ai passé des très bons moments, hein. Mais je retrouve pas ces bons moments en fait dans ce musée-là. Je les vois pas. Ça me rappelle absolument pas déjà mon enfance et ça me rappelle absolument pas les bons moments que j'ai passés avec mes consoles. Si en fait il y a que des jeux là, Mario, Donkey Kong, j'espère qu'il y a un peu de, je sais pas, j'espère qu'il y a un peu de d'autres personnages hors Mario et Donkey Kong parce que là, enfin je veux dire, je pense, hein, voilà, là il y a quoi par exemple, voilà, ça a l'air dramatique quand même. Alors il y a tennis, il y a Duck Hunt, Exit Bike. Alors là, apparemment, dans le musée, ils nous ont pas montré la partie Super Nintendo, par exemple. Là, on nous a montré la partie NES avec les jeux NES, mais ça a l'air très très vite, hein. Ça a l'air très très vite ces conneries, hein. Zelda, là, il est où là? Alors, en haut à gauche, Metroid, Zelda, ils sont où là? Et je pense qu'ils y sont, mais il a pas dû vouloir la montrer dans la première partie. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont peut-être garder le meilleur pour plus tard. Parce que si on te met, par exemple, le jeu de tennis et on te met pas Metroid ni F-Zero et tout ça, bon, je pense sincèrement qu'ils vont être dans l'autre partie qui va montrer. Mais
tu peux pas montrer non plus la NES sans Castlevania, tu vois. Et ça aurait été bien que Nintendo fasse un partenariat avec Konami pour le musée. Là, je vois, franchement, hein, je suis. Voilà. Vas-y Stone, on prend une manette géante, on joue à Mario 1, tu prends la croix et moi je me mets dessus là, je me mets à pieds joints. Ou alors tu prends un gros, tu l'assois en fait sur la croix directionnelle et il bouge ses fesses et puis ça c'est plus facile. Hein. Un triste musée, tu dis Brasildom avec un logo gris en lieu. C'est vrai que le logo il est rouge en vrai, il est pas gris hein. Ouais. Et encore aujourd'hui il est rouge avec la Switch, t'as raison hein. Il n'y a pas assez de jeux pour remplir les vitrines. Il devrait aller chez Full Set ou Trader Games. Aussi vite que les vidéos rétro gaming français. Ah bah tu sais, hein, si on parle pas de boîtier anti-vol, ça intéresse personne. Hein. Ils ont retrouvé 3 jeux dans un carton. C'est pour ça, cette Samac, je te dis que je pense qu'ils ont dû refabriquer des fausses boîtes. Enfin, des boîtes d'aujourd'hui, mais pas des boîtes d'hier, d'époque, pour mettre dans le musée. Et ils sont pas à ça près, hein. Ils vont pas s'amuser à racheter à des collectionneurs des anciens produits. Et je pense pas que eux-mêmes les avaient tous dans un coin. Ils ont dû les refabriquer. C'est ça aussi le problème qu'il faudra soulever dans ce musée à un moment donné. Hein. Alors après, je voulais attaquer un autre petit sujet avec, bah voilà, regardez les gars, il y a quelqu'un, je sais pas comment il a pu trouver ça, il y a pas si longtemps, qui a été au Japon, et ce gars-là, bah, il a trouvé des consoles, il a trouvé des jeux à des prix, mais défiant toute concurrence, moi j'ai halluciné. Vous allez voir, alors je vais vous agrandir la vidéo. Je sais pas si ça va de mon côté pour moi, hein, pour moi aussi parce que c'est vrai que c'est plus facile pour moi de voir les choses après. Mais alors bon, après je rentrerai pas dans le débat de dire oui au Japon on peut encore trouver des bonnes affaires. Ça voilà vous avez compris que ça dépend où tu vas, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme si tu dis tiens allez je vais aller dans une convention geek et je vais faire des bonnes affaires. Bah en fait non, ça dépend dans quelle convention geek tu vas que tu pourras faire de bonnes affaires ou pas. C'est tout, hein. Comme d'habitude, hein. Alors, regardez, on va se mettre cette petite vidéo et vous allez voir, bah, il y a des jeux. J'ai halluciné, par exemple, il y a Star Wars Racer sur la N64 à 15 euros. Il y a des trucs comme ça, quoi. On va regarder ça tout de suite, les gars. Euh, Alors, Brasildom, tu dis ni fait ni à faire, ce musée est l'emplacement en plein centre-ville dans une zone industrielle, ça vend pas du rêve. Ouais, tu sais. Personnellement, en fait, c'est pas le lieu où j'irais me poser en vacances, même pour visiter un truc historique. Hein. Ça n'apporte rien par rapport à ce que nous on a dans nos boutiques ici et dans nos collections. Ça n'apporte absolument rien. Il aurait fallu que ça soit unique en fait, ce musée, et qu'on puisse pas avoir des choses ailleurs. Voilà. Jules, ils ont vu les blaireaux en Europe qui achètent des trucs à pas de prix et se sont dit on fait un musée. Banco. Ouais, je pense que t'as un peu raison. Après on ressort dans... Alors attends, je vois pas avec le truc. Ah, j'ai pas compris ta dernière phrase. Après, on ressort un autocollant, des anciens jeux avec autocollant musée. Ah oui, oui. Alors, oui, ils ont pas mis les prix non plus des jeux dans le musée. Ouais, ouais. Il y a... C'est vrai que ils auraient pu également mettre en plus. Euh, Bah là, par exemple, vous voyez, vous allez voir Ça, c'est un musée, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un vrai musée. Pourquoi aller dans un musée aujourd'hui alors que tu peux voir en fait beaucoup plus de machines dans des magasins? Il y a un magasin à Paris sur lequel on a un peu déconné en plaisantant sur l'accueil des vendeurs, Lulu Berlu, qui est un musée en fait, parce que les jouets sont tellement chers.
vous pouvez voir des jouets que vous ne verrez jamais ailleurs, des jouets uniques, qui ont été détruits, et là vous les voyez en vrai. Et ce que je veux dire, c'est que euh, les magasins aujourd'hui sont les vrais témoins d'une époque, contrairement à ces pseudo-musées qui vous font croire que ils vont vous apprendre des choses à travers des machines qu'on n'a pas vues ailleurs. Eh ben si, on les a déjà vues ailleurs et on les voit tous les jours si on a envie. Ouais, c'est ça, Games, exactement. Mais et tu sais, alors le mec qui a fait cette vidéo-là, c'est un Américain, je crois. Il a été à Saraguzza, un truc comme ça, la ville, je sais pas si je le prononce bien, Sagaruzza ou Saraguzza, je sais pas. Et, euh, et c'est dans un hard off, un hard discount, hein, si vous préférez. Et il y a des jeux, mais les gars, à 15 euros. C'est. Enfin, il y a des jeux à 40 euros, des consoles à 50 balles et tout. Alors que si vous allez dans les boutiques ou les conventions, enfin, c'est affolant. Là, il y a de tout, quoi. Des consoles en boîte, il y a même des Wii U. Regardez, la Wii U, le grippin, là, qui mange vos CD. Voilà. Alors, on dit junk. Junk, c'est occasion, premièrement, et non testé. Alors, c'est pas forcément que ça marche pas. Alors, attendez, on a été trop vite. Vous avez vu, là? Attendez. Regardez. La fameuse Famicom, elle est complète, hein. Alors, il n'y a pas l'alimentation. Mais c'est tout, parce qu'en fait, sur une Famicom, les gars, y a pas de prise pour la télé. C'est un câble antenne de votre télé que vous branchez directement à la console. Il n'y a pas besoin, en fait. Vous prenez le câble antenne qui est branché à votre télé depuis le mur et vous le mettez à la place sur votre console, c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin de prise Péritel ou je ne sais quoi. Donc en fait, il manque qu'une alimentation. Vous voyez combien ça fait là? Ah mais regardez le prix là, ça fait 8 ou 9 euros la console. Alors c'est junk, ça veut dire voilà, occasion non testée, et peut-être ça marche pas, c'est vrai. Alors c'est un risque, vous me direz. Mais quand on sait que sur une Famicom, ce qui peut ne pas marcher, au pire c'est l'alimentation, bah, bon, allez, hop, alimentation, vous réparez ça, un condensateur, un circuit d'alim, c'est vite fait, c'est que dalle. Je veux dire, c'est intéressant tout de même d'aller chercher ça. Euh, ils ont bien ressorti des manettes avec une édition de jeu dernièrement. Vous savez ce qui est dramatique, les gars, c'est qu'en fait, il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à payer 90 ou 200 euros pour acheter des conneries d'Elemental Master rééditées par Limited Run. J'ai jamais vu des débiles pareils, mais franchement, c'est assez impressionnant. Je pense qu'en Europe, en fait, les collectionneurs européens, là, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas forcément d'obligations familiales, qui vivent avec de l'argent qu'ils mettent que dans le rétro, font tout et n'importe quoi. D'où les boîtiers anti-vol et puis les conneries. Mais ce que je veux dire, c'est que non, pourquoi payer une réédition plus chère alors que le jeu d'origine coûte moins cher si vous le cherchez un peu? C'est n'importe quoi. Alors là, c'est un peu plus cher. La N64, elle est au prix habituel, là, par contre, hein, d'occasion, pour ceux qui connaissent. Vous voyez le taux du yen, vous faites la conversion, les gars, bon, c'est autour de 90, 80 euros. Euh, Là, par exemple, vous avez regardé des jeux estampillés Nintendo avec la Famicom. Et puis, il y a un peu de. En haut, les CD, je pense, ça doit être de la PC Engine, on regardera tout à l'heure. Euh, mais voilà, il y a Batman, par exemple. Batman en boîte. Alors, je sais pas s'il y a la notice, parce que je vois pas à travers les boîtes, bien sûr. Mais voilà, moins de 50 euros, c'est intéressant, sachant que le Batman, dans des boutiques rétro, il a plus de 100 euros, en fait, hein. C'est un hard discount au Japon, voilà, qui est très loin de Tokyo. Et encore une fois, je connaissais une personne ou deux qui était partie au Japon il n'y a pas si longtemps et qui m'avait dit non mais en fait tu t'éloignes de Tokyo, tu vas très loin dans les provinces
Et tu trouves des trucs largement moins chers. Là, il y a un exemple, hein, regardez, alors Rockman 5, attention, c'est pas une référence, c'est le moins cher des Rockman sur la Famicom, la NES japonaise. Il est à moins de 30 euros, regardez, complet en boîte. Alors, je pense qu'il est complet, parce que je l'ai déjà vu sur eBay au Japon à ce prix-là. Voilà. Sega pourrait faire un musée de fous, mais bon, visiblement, ils s'en moquent, dommage, ça aurait eu de la gueule. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, hein. Mais ils sont plus intéressés par faire des suppositoires Game Gear. Voilà. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui les héritiers de Sega, ils ont perdu toute notion en fait de la réalité, hein. Les Pokéballs. Alors voilà, pour moins de 50 euros, vous avez une Famicom, la NES japonaise, hein, donc je vous rappelle, complète en boîte avec la prise antenne des canaux, changement de canal, l'alimentation. Voilà. Pas besoin d'aller dans le musée. Et là, vous voyez en plus l'emballage avec le polystyrène. Enfin, ouais. Alors, t'as raison, Jules, les vendeurs malins et puis les vendeurs qui ont des boutiques sur Paris se fournissent également toujours au Japon, hein, parce que les prix là-bas sont toujours très intéressants. Des manettes, voilà, en plusieurs états différents. Voilà, vous voyez, le yen, les gars, vous faites x7 par rapport au prix en yens et vous déplacez la virgule, c'est tout. Ça vous donne un ordre d'idée. C'est pour faire grosso merdo, voilà. Une manette Dreamcast japonaise, on a vu. Une manette GameCube, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors là, on avait donc ça, les manettes. Là, ce qui est bien, c'est que si vous allez au Japon, vous avez la possibilité de compléter vos consoles en loose cristal, les consoles transparentes. Vous voyez? Donc là, c'est le prix d'une Genesis japonaise, c'est à peu près le prix, hein. Là, c'est un prix tout à fait normal au Japon. Moins de 70 euros environ. Voilà, vous avez vu, hein. J'ai calculé assez vite, hein. Après, il n'y a pas de. Il y a pas de. Je suis pas à la virgule près là, hein. C'est pour vous donner une estimation, hein. 67 dollars, vous voyez. C'est intéressant parce que là, je trouve que la Mega Drive japonaise, elle est assez robuste, et puis elle est belle, elle est un peu plus belle, je trouve, que la Mega Drive européenne. Pas beaucoup, mais un peu plus, quoi. Ah, elle a de la gueule. Manette Saturn pour 8 dollars. Ouais. Bah ouais, je suis un sniper au niveau des prix, c'est-à-dire que, bon, quand tu connais à peu près la valeur des choses sur eBay et que tu y es très souvent, ouais, disons que j'arrive à me donner un ordre d'idée rapide sur les choses. Mais je suis pas à la virgule près, hein, après, c'est ça qu'il faut dire, hein. Une édition Blue Dragon de la 360. Voilà, les adaptateurs. Alors là, on a des jeux en disquette sur la Famicom Disc. Moi, j'en ai quelques-uns maintenant. Je dois avoir 15 jeux, un truc comme ça. Ce qui est bien, c'est que les Japonais réinscrivent les disquettes avant de les envoyer ou de les mettre en rayon parce que la plupart des disquettes Famicom ne marchent plus. Donc ils les réinscrivent et ils vous les envoient et elles marchent toutes sans problème. Ça, c'est génial. Après, ce sont les mêmes jeux, hein, pratiquement, hein, que sur les cartouches, hein. Même parfois, il y a des différences niveau sonore qui sont très très légères. Ça n'a pas forcément d'intérêt, les gars, mis à part pour la collection, voilà, de prendre un Famicom disque, hein, je vous le dis, hein. Voilà. Je vous ferai un tuto pour le régler bientôt, j'essaierai de faire ça. Pour aider les gens qui en ont acheté un. Fatal Fury spécial sur Neo Geo. Bah, c'est un des jeux les moins chers. Alors, il est annoncé à combien là? On va voir. Je sais pas s'il va dire le prix. C'est un des jeux les moins chers, hein, mais est-ce qu'il va dire le prix?
Je pense que pour 30 euros, 35 euros, tu peux le trouver au Japon. Ah voilà, 30 dollars. Vous avez vu? C'est encore moins cher que je vous ai dit. De toute façon, c'est. Après, Fatal Fury Special, hein, c'est un des jeux les moins chers de la console, hein. Après, il y a pas mal de jeux en loose. Ce qui est intéressant, en fait, quand tu vas dans les hard discounts comme ça au Japon, c'est de ne pas avoir peur de prendre des jeux en loose qui coûtent très cher en boîte. Tu peux acheter un jeu 3 dollars et en boîte il peut coûter 50 ou 60 dollars. Donc si tu veux que le jeu, bah, c'est vachement intéressant. Même pour revendre à tes potes hein, qui t'ont fait des petites commandes, voilà, c'est vachement bien. Ouais, Pop and Twinbee, ça c'est un jeu qui vaut 5 ou 2 dollars, hein. Ça vaut rien, Pop and Twinbee par exemple. Enfin, Twinbee tout court, pardon, sur la Famicom. Là, il y a des jeux N64. Les jeux de Namco sur la Famicom sont pas mal parce qu'ils sont souvent dans des boîtes rigides également. Data East aussi, on a fait. Là, il y a des jeux Saturn, des jeux Dreamcast. Ce qui est chiant en fait dans les hard discounts, c'est de chercher. C'est ça le plus compliqué en fait. Voilà. Mais une fois que vous avez trouvé votre bonheur, voilà. Regardez les gars. Aïe 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 aïe. Et c'est là que c'est fou, hein. Parce que les jeux N64 dans les hard discounts, mais ils sont bradés à un point. Il y a des jeux à 5 euros, des jeux à 15 euros. C'est hallucinant. Là, vous avez vu, hein, Yoshi Story, il était à 4 dollars. Alors, je sais pas s'il est complet. Et Mario Golf, 3,75 $. Ça rend ouf, hein. Franchement, si t'adores Nintendo, tu vas dans ce genre d'endroit, tu prends tout. Donkey Kong 64. Voilà, voilà, Secret of Mana 2, qui s'appelle Seiken Densetsu 3 au Japon. Regardez, 7,45 $. Pour vous dire à quel point hein, les boutiques et les mecs dans les conventions se font des marges énormes, hein. Encore une fois, vas-y au Japon, prends ton billet d'avion, hein. Faut rentabiliser le bordel, hein. Faut pas y aller que pour acheter un jeu, hein. Le jeu de sumo là, il y en a un sur Super Famicom aussi où justement tu donnes à manger à ton sumo, tu le fais combattre, tout ça. Façon Pokémon. Gunsight, il est vraiment bien Gunsight. Moi je vais essayer de me le choper avec la boîte et la notice Gunsight. C'est un peu comme Hostage si vous connaissez sur la NES. Opération Jupiter je crois en français. C'est pas celui-là, hein, mais c'est dans le genre, hein, vous voyez. Il y a un peu de tout. Il y a de l'hélicoptère, il y a l'infiltration, il y a un peu de tout. C'est un jeu de Konami encore, hein. Konami il faisait des sacrés jeux, hein. Ah, il y a des bons petits trucs, hein. Franchement, je trouve ça assez intéressant en fait de voir au Japon les prix qu'on peut avoir et nous malheureusement ce qu'on doit se taper. Mais c'est là aussi où faut vous dire que ce que vous voyez sur YouTube en France, c'est pas la réalité mondiale en fait de ce qui se passe. Et je me demande, c'est vrai que c'était pertinent ce que tu avais dit tout à l'heure, je sais plus si c'est Jules ou New Tech City, vous aviez dit qu'ils ont fait un musée pour les. Au final, hein, ils ont fait un musée pour les Occidentaux parce que tu sens très fortement que ils sentent que les Occidentaux sont prêts parfois à payer des sommes complètement aberrantes pour des petits trucs. Voilà, après tous les petits jeux de Tales, etc. Il y a un peu de tout. 11 dollars. Voilà. Après, vous connaissez les jeux, voilà, des memory cards. Après, on va pas se faire toute la vidéo. Après, il y a des jeux Wii, un peu tout. Mais vous pouvez trouver de tout, hein. Et là, si vous voulez un vrai musée du jeu vidéo, bah encore une fois, le musée, hein, il y a de tout là, hein.
Il y a plus de choses dans une boutique aujourd'hui que dans un musée que Nintendo a fait. C'est ça le problème pour moi. Je vois pas l'intérêt en plus d'aller dans un endroit où tu vas être devant une vitrine en disant ah oui, oui, t'as vu, en 1983 c'est sorti. Super. Et alors? Et ben après, voilà, tu fais rien de plus d'autre, hein. Il y a des volants, des consoles, etc. La Super Famicom, c'est une des consoles les moins chères à se procurer aujourd'hui si vous en voulez une d'occasion. Voilà, c'est très facile à récupérer. Et sincèrement, si vous avez une console qui marche plus aujourd'hui, essayez plutôt en fait d'en racheter une autre que de la réparer, ça sert à rien. Ça coûte trop cher en fait de la réparer par rapport au prix que ça coûte d'occasion au Japon. Des jeux PS1, il y en a des tonnes aussi, hein. Si vous aimez les jeux PS1, les gars, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à prendre deux trois trucs à droite, à gauche, tant qu'il y en a encore. Enfin bon, bref, tout ça pour vous montrer que le côté musée, on en est très loin. Ça a pas, si vous voulez, un musée n'a pas lieu d'exister tant que les produits sont encore commercialisés d'occasion et sont, comment dire, disponibles à de nombreux exemplaires dans le monde. À partir du moment où vous aurez, allez, plus qu'une seule boutique de jeux vidéo dans le monde qui a des jeux de rétro gaming et que tous les collectionneurs sont décédés, et que leurs boîtiers anti-vol ont été enterrés dans leur cercueil après leur mort, dans 150 ans ou 300 ans, le musée aura lieu d'exister. Aujourd'hui, un musée du jeu vidéo rétro, même chez Nintendo, hein, c'est accessoire. Salut Redley, comment tu vas? Si Nintendo ressort une Famicom édition limitée, évidemment, ou de vieilles consoles, je suis même surpris qu'il ne l'ait pas fait. C'est marrant, tu vois, je veux ce que tu dis parce que ils ont sorti des Game Boy Advance SP façon Super Famicom, tout ça, un peu, avec les boîtes même et tout. Ils ont pas fait ça sur la Switch, ni la Wii. Ils auraient pu faire une Switch édition limitée Super Nintendo ou édition Game Boy. Regardez, ah, non mais Star Wars Racer, 15 euros putain. 15 euros le bordel. C'est 45 euros à République, c'est un truc pareil. Et je suis gentil quoi. C'est toujours bien quand il y a un live. Ouais, c'est toujours sympa. Et c'est surtout quand en fait, tu sais, on a rien à faire de spécial à côté aussi. Et puis c'est un moment de détente quoi, voilà. Parodius, 33 $. Un jour, il faudra que je vous montre, les gars, les jeux que j'ai achetés récemment au Japon avec les prix que j'ai mis. C'est pas dans le même ordre de prix que ce qu'on voit dans la vidéo, mais il y a des jeux Saturn, c'est pas loin. Et il y a des jeux Famicom, c'est 3 $, 4 $, 5 $, c'est pareil, hein. Et je les achète pas non plus dans des boutiques qui sont sur Akihabara ou je sais pas où. Je vais souvent dans des boutiques qui sont très loin en fait des grandes villes sur eBay. Ce qui fait que j'achète en lot et je les paye moins cher. Là, regardez Banjo Kazooie le 1, moins de 10 euros. Alors, encore une fois, je sais pas s'il y a que la boîte et avec le jeu, sans la notice, je sais pas, parce que moi je peux pas lire le japonais d'ici, là, j'en sais rien. Ouais. Ah oui, t'as raison, Vitali, il y a les boîtes là, mais il n'y a pas les boîtiers anti-vol autour. Aïe, 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 aïe. Gros dilemme. Je le prends ou je le prends pas? Ah, j'hésite à le prendre quand même, hein, parce que le boîtier anti-vol, c'est vachement important quand même. C'est super important pour une gaming room. Hier, j'ai enfermé sous cellophane ma copine, là. Elle est quand même plus belle. Et quand même, c'est quand même dommage d'acheter un jeu sans boîtier anti-vol, on sait jamais, hein. Quelle bande de tarés, putain, non, mais sérieux. Il y a quand même des gars qui arrivent à se défendre en disant non, non, mais c'est bien de faire ça, c'est bien, on a le droit. Bah oui, t'as le droit. Tu peux tuer des gens aussi si tu veux, t'as le droit, hein. Tu peux les kidnapper, tu fais ce que tu veux, hein. Banjo et Kazooie, voilà. Bah en fait, tous ces jeux-là, c'est des jeux que j'ai achetés il y a 7 ans ou 8 ans.
Je les ai payés 10-15 € et je vois qu'aujourd'hui, bah, les prix dans certaines boutiques en province sont toujours les mêmes. Korokyu. Et il y a des gens qui aiment bien ce jeu en fait, hein. Sur la PS1 aussi, il existe, hein. Alors, Ungame, ça te donne toujours pas envie d'aller faire un saut au Japon quand tu vois ces prix? Non, toujours pas, toujours pas. Bah, en fait, Ungame, je les ai ces jeux. Je les ai déjà en fait. Sur ma N64 japonaise, je dois avoir 40 jeux. Et si tu veux, ils y sont tous dans la vidéo là. J'ai pas par exemple après des gros titres qui coûtent aujourd'hui. J'ai pas Biohazard 2, j'ai pas Castlevania 2, j'ai pas l'autre aussi là. Comment il s'appelle? Shin, je sais plus quoi là. Un jeu de tir là, un run and gun là, il coûte très cher aussi, je l'ai pas. Mais tous ces jeux là, 1080, Donkey Kong, Castlevania 1, Ocarina of Time, je les ai tous. Je les ai achetés il y a 10 ans pratiquement maintenant certains. Depuis 10 ans, je les ai tous achetés. Mais ils coûtaient entre 10 et 15 euros. Je crois qu'Ocarina of Time, c'est celui que j'ai payé le plus cher, j'ai dû le payer 45 euros. Castlevania Révélation pour 22 $. Voilà, c'est le premier Castlevania après, hein, voilà. Celui-là, c'est le premier. Celui-là, c'est le premier, 29 $. Ouais, bah je suis content, Redley, que j'arrive à raisonner des gens qui font un peu n'importe quoi, hein. Parce que c'est. Moi, je l'ai toujours dit, hein, enfin, je l'ai toujours dit. Le côté accessoire, c'est pas du jeu vidéo. Un boîtier anti-vol, c'est pas du jeu vidéo, c'est accessoire. Ça fait partie de votre fétichisme, dans votre délire. Après, n'essayez pas de le vendre, quoi, à certains, voilà. Si t'as pas. Alors, salut Adrian Fahrenheit. Si t'as pas toute la collection sous boîtier anti-vol en 2024, t'as raté ta vie. Ouais. Bah, j'aimerais bien voir le concours du gars qui ramène dans une soirée des boîtiers anti-vol et une collection rétro gaming de jeux PS2 et le mec qui amène une Rolex. On va voir qui en fait a le plus de hype dans la soirée. On va voir. Je me demande qui est-ce qu'on va prendre pour un con en fait. Voilà, exactement, Sin and Punishment, c'est ça, Francard, bien joué. Ouais, ouais, Redley, ouais, c'est les prix actuels d'il y a 2 semaines au Japon, dans un hard-off en province, pour la N64 par exemple. Pour vous montrer, en fait, on était sur le thème du musée pour expliquer pourquoi en fait un musée aujourd'hui ça n'a pas lieu d'être. Tout simplement parce que les produits tu les trouves et ils sont encore commercialisés d'occasion. C'est pas des choses rares ni fabriquées de manière unique ou exclusive. Une Famicom, une NES, une Super Famicom, t'envoies à tous les coins de rue. T'as pas besoin d'aller dans un musée pour en voir une. Les jeux, il y en a beaucoup plus dans les boutiques indé aujourd'hui que dans le musée. Il y a toutes les compagnies en plus. Alors, Nintendo, ils peuvent pas mettre des jeux Konami, Data East, Titus, même si on s'en passerait. Hein, ils peuvent pas mettre des jeux Titus dans leur vitrine, Nintendo. Salut Sébastien, comment tu vas? Bah, Ungame, si tu veux venir discuter, tu peux, hein, je peux t'ajouter, voilà, pour discuter, pour rigoler, vite fait. À noter que voilà, les orages s'abattent sur la France, les amis. Envoyez vos dons, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Cliquez dans l'onglet, je ne sais quoi. Non, mais tu me dis Ungame, ça, si tu veux venir discuter, il n'y a pas de problème. Jules, tu vas en Belgique avec un sac à dos plein de boîtiers anti-vol, tu ressors avec un t-shirt gratos de l'événement. Nintendo, c'est une institution au Japon. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Star Fox 64 avec le doublage Jap. Ah ouais, il est mieux que les voix US, ah, je savais pas. Ah. Bah tu sais que Star Fox 64, je l'ai sur la Nintendo 64 japonaise. Au niveau de ma collection, mais je vais en faire rire certains, c'est que ce jeu-là, je l'ai jamais mis dans la console, et je l'ai pas testé. Je l'avais acheté 10 ou 15 € à l'époque, là,
pareil sur eBay au Japon, et j'avais fait mon noob, ça rentre dans la collection, et à l'époque je l'avais pas testé, et du coup j'ai pas entendu les voix dans le jeu. Mais c'est très bien ce que tu me dis en fait, je vais pouvoir tester cette Sama. Mais je suis content, je te dis que... Mince, je suis content que ça fasse ouvrir les yeux à certains en fait, cette histoire de boîtier, pour les gens qui sont un peu perdus dans la vie aujourd'hui, que si, voilà, ils ont pas de famille, je sais pas ce qu'ils ont. Ça, je crois que c'est. Alors, il y a des jeux de rencontres. Il y a un jeu de tennis aussi. Ça doit pas être celui-là. Alors, lui, il est cher celui-là, hein. 35 000 yens. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Vous connaissez ce jeu, les gars de Hudson? Ceux qui ont fait Bomberman, qui étaient sur PC Engine, tout ça. Euh, Vous connaissez ce jeu de rôle là? 35 000 yens. Putain, c'est un des jeux les plus chers qu'on a vu dans la vidéo là. Ah, ça fait longtemps que t'as pas réussi à choper un live en direct. Ouais, c'est parce que je le fais plus tôt, parce que ce soir je serai occupé. Et puis là, j'avais un petit moment de détente. C'est ce que je disais à Brasildom. C'est parce qu'on doit faire une vidéo avec Brasildom pour parler de, de Vidéo Invasion, la boutique sur Boulevard Voltaire des années 90. On va la faire la vidéo, mais on n'a pas réussi en fait à se connecter encore ensemble. Mais c'est prévu. C'est prévu. On va. Il y a deux vidéos sur des boutiques parisiennes qui vont arriver bientôt, les gars. Comme ça, vous aurez un peu plus d'expérience sur ce qui s'est passé dans les années 90 pour raconter à vos amis, en écoutant ce qu'on racontera. Bah, j'espère qu'après ça vous a plu, ce qu'on a raconté déjà avec mon ancien ami là, autour de Obi-Wan, Maxi Games, tout ça. C'est les côtés. C'est vrai que on a parlé des côtés sombres un peu de ces boutiques-là. On parlera des côtés positifs, bien sûr. Voilà, Mystical Ninja, Gombar Egoman, voilà, à moins de 5 euros. Enfin, non, plus 7 euros, allez, plus 7 8 euros, voilà. D'ailleurs, en plus, moi j'ai un. Wawa, s'il venait voir ma collection, il dirait: Ah, il est Sunfight ton Gombar Egoman. Bah ouais, parce que moi j'en avais acheté un pour 10 balles à l'époque, mais la boîte, c'est même pas Sunfade, hein. C'est que là, il faut refaire la peinture, là. Là, c'est blanc en fait, hein. C'est blanc en fait. Il a tellement pris les Sunfade, le bordel. Je pense qu'il était exposé au Sahara dans un musée, sous un boîtier anti-vol, à mon avis. Alors là, il y a un peu de hardware avec des Game Boy Color. La Game Boy Color, c'est pas du tout une console que j'ai connue au niveau de l'achat. J'ai aucune affinité avec cette console, zéro affinité. C'est plus là mon petit frère, ma petite sœur qui avait ça. J'ai zéro affinité avec Game Boy SP, Advance, tout ça. Rien du tout. Alors ça c'est quoi? La petite sirène sur quoi? C'est encore la Wonder Swan ou je sais pas quoi là? Ou c'est la Game Boy quelque chose? Attends. C'est la première fois que je vois ce titre-là. Dites-moi si vous connaissez. T'as déjà filmé ta collègue ou tu préfères pas? J'ai filmé des bouts, des morceaux. J'ai filmé des morceaux de ma collègue dans des vidéos. Tu peux la voir de temps en temps. Mais c'est pas l'image elle reste pas sur les jeux. Si tu veux, c'est pas le sujet principal en fait, les jeux qu'il y a derrière moi à certains endroits. Il y a une vieille vidéo en fait, j'avais marqué réponse à DGJX sur la collection là, il y a une vieille vidéo d'il y a 2 ans et demi je crois. Il y a une partie à l'époque de ma collection Mega Drive, et d'il y a 3 ans, un truc comme ça. C'est vieux, hein, c'est plus d'actualité, hein, tu vois. Sinon, que je me souvienne, non, pas forcément. Non, parce que moi je disais toujours en fait, la collection ça n'a d'intérêt que pour toi en fait. J'ai pas besoin d'attendre le retour des gens pour me dire si c'est bien ou pas ce que j'ai chez moi. Je m'en fous en fait. C'est-à-dire que même si je faisais la vidéo, ça me ferait chier de la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intéresserait pas de la faire.
Il faudrait qu'il y ait quelqu'un en fait avec moi et qu'on discute des jeux en fait. En montrant les jeux et en montrant les jeux sur les étagères. Mais sinon, ça s'arrête là. Ça, je trouverais pas d'intérêt pour moi de le faire. J'arriverais pas en fait à me motiver. En disant, regardez, vous avez vu, tiens, j'ai ça. Hop, hop, regardez, j'ai ça. Non, enfin, je sais pas, je comprends pas, j'arrive pas à faire ça. Ouais. Bah, c'est peut-être la WonderSwan. C'est sur NES, tu dis, Cédric Vidal. C'est le. Tu dis que c'est un jeu NES, t'es sûr? Parce que sur Famicom, les boîtes, elles sont pas comme ça, hein. Enfin, elles sont. Tu sais, le. C'est peut-être sur Game Boy, là. Il y a des jeux Game Boy à côté, là. Ils auraient mis l'image à l'envers. Ils auraient mis l'image à la verticale sur la Game Boy Advance, tu crois? Là, c'est trop loin, j'arrive pas. Il faudrait voir s'il y a un autre plan de la vidéo où tu vois ce que c'est. Là, c'est des jeux Famicom, hein. Ouais, t'as peut-être raison, hein. Ils auraient simplement mis en fait l'image du jeu, pas à l'horizontale, mais à la verticale en fait. La petite sirène, ouais. Ben après, je sais pas s'il est bien le jeu, hein. Moi, j'ai pas joué à ça. J'en sais absolument rien. Ah, t'es là, Games? Ben vas-y, si tu veux venir discuter, on va rigoler. Euh, Ouais, tu m'entends? Non. Non. Bah, tu me dis quand. Tu me dis. Je t'entends pas en fait. Je t'entends pas. Attends, regarde, on va recommencer. Alors, est-ce que tu m'entends là? Non. Alors, peut-être on raccroche, on va rouvrir une autre connexion. Attends. Euh... Alors, Redley, tu dis, on préfère mille fois tes anecdotes et les anecdotes autour des jeux plutôt que de juste voir les jeux sur une... Bah ouais, je pense aussi. Même n'importe qui, je veux dire, les jeux, on les voit partout. Tu les vois partout, les jeux. C'est ça, ça a aucun intérêt. Ah, je t'entends là, ça y est, voilà. Allô, allô. Allô, allô, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah ouais, tranquillement, écoute, tu vois, on discute de tout et de rien. Ouais, ouais, je vois ça, hein. Vous êtes des grands fans du musée de Nintendo, à ce que je vois. Le fameux musée Nintendo, ouais. T'en penses quoi du musée, toi? Bah écoute, hein, ça va devenir un parc d'attractions, hein. Ça va devenir un endroit où il y aura de la restauration, où les enfants vont s'amuser. Ouais, En fait, j'ai l'impression que Nintendo veulent vraiment s'orienter un peu comme Disney, justement. ouais. Donc voilà, donc ils en profitent. Ils ont des licences fortes et ils peuvent en profiter. C'est comme justement, il y avait une personne qui disait pourquoi Sega font pas la même chose. Bah ouais, mais Sega, frérot, ça fait plus de 20 ans qu'ils font plus rien. Hmm. Ouais, ils ont pas l'air d'être dans le passé. Ils veulent oublier le passé, d'ailleurs, comme ils se sont plantés souvent, je pense, au niveau du hardware. Ils ont pas envie de faire un musée sur la Dreamcast. Musée. Non, mais tu vois. Bah ouais. Non, mais enfin, même, tu sais, quand tu regardes, comment ça s'appelle, Nintendo qui prend des décisions, comme par exemple ouvrir des parcs d'attractions, ils ouvrent un musée. Ils font des vidéos YouTube, ils font des Nintendo Direct, etc. Ils sont vraiment cadrés. Ouais, Ces gars, la dernière fois qu'ils ont fait un truc, ils ont racheté le studio Rovio. ouais, Et Rovio, c'est les mecs qui ont fait Angry Bird. d'accord. Mais Angry Bird, mec, ça fait au moins une dizaine d'années que ce studio a flop, quoi. Enfin, a flop, ne fonctionne plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, je pense que les musées, en fait, je sais pas si tu vois la même chose, mais un musée, c'est intéressant quand tu as une œuvre exclusive et unique qui a été faite. Si tu vois les objets partout dans les boutiques, dans les magasins, les supermarchés, enfin, pourquoi on ferait un musée en fait sur des produits qui sont encore commercialisés d'occasion, tu vois, c'est assez étrange.
Bah, il faut voir, est-ce que par exemple il y a des musées sur la musique par exemple? Est-ce que ça existe? Alors, je pense que t'as des musées sur les artistes. Le Hall of Fame, tu sais, aux États-Unis, où t'as la guitare d'un tel, le disque d'or d'un tel, le t-shirt d'un tel, des choses uniques, encore une fois. Et puis, on rend hommage aux grands guitaristes, la guitare de Jimi Hendrix, le piano d'un tel, tu vois, de Little Richard, ou je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Mais Ouais. on voit pas, comme par exemple même les chaussures de Michael Jackson quand il a été à tel concert à tel endroit, où il a tourné tel clip, le gant, tu vois, le gant pailleté. Mais si en effet, euh, Altered Beast, chez Sega, tu le vois dans tous les magasins à droite à gauche et qui font un musée en disant tiens, allez, en 90 ou 89, on a sorti Altered Beast sur Mega Drive, on fait un musée autour de ça n'a aucun intérêt, je veux dire, c'est même pas c'est pas une œuvre unique que tu peux voir que dans le musée. Le gant de Michael Jackson, il est dans le musée, tu peux le voir que là-bas, tu vois. Enfin, pour ma part. Ouais. Bah après, quand tu disais que justement les jeux vidéo ce n'est pas une œuvre d'art, moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que là récemment Unique. justement, C'est pas une œuvre d'art ouais voilà, unique. Ouais, ouais, unique. ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'effectivement, par exemple, on retient une personnalité et forcément, cette personnalité a eu des accessoires. Hmm, Les programmeurs, ils ont pas d'accessoires, hein, ils vont pas commencer à exposer genre le clavier du programmeur, qui a fait les musiques de Mario, tu vois? hmm, Genre, ouais, limite, genre, les gens s'en foutent, quoi, tu vois? Parce qu'ils connaissent pas la personne. Ils connaissent les jeux, mais ils connaissent pas les programmeurs, les c'est vrai, musiciens, les game designers, c'est donc vrai. même s'ils font un musée, par exemple, sur Miyamoto, les gens savent pas qui c'est, hein, Hmm, enfin, je parle du grand public, hein. ouais, ouais. Grand public, Miyamoto, aucune idée, hein. Mhm. Bah, en fait, c'est vrai que c'est une œuvre unique par la programmation. C'est-à-dire que, voilà, en effet, le jeu il est unique dans sa conception. Il n'a pas été copié ni dupliqué, si bien sûr c'est le cas. Mais au niveau de la distribution, tu peux le voir partout en fait dans son format physique. C'est un peu ça que je veux dire. Mais d'un autre côté, c'est vrai, tu as raison. C'est une œuvre unique au niveau de la programmation, mais personne ne connaît les programmeurs. C'est ça aussi qui est dramatique. T'as- Ouais. il y a un exemple, tu sais, il y a une chaîne qui a ouvert il y a pas longtemps sur YouTube avec Nicolas Perret qui invite des programmeurs d'Océan, de Delphine Software, etc. Des années, il a très peu d'audience, très très peu d'audience, et pourtant en fait les gens devraient s'intéresser à ce genre de vidéos. Ouais, mais les gens s'en foutent. Ouais. Ce qu'on retient, c'est pas les personnes qui ont fait les jeux, hein, c'est uniquement, les jeux qu'on retient, hein. Mm. Et et c'est fou parce que le jeu vidéo, je pense que c'est le seul domaine d'art où on ne retient pas les créateurs, Ah ouais, tu penses? tu vois? Ouais, je pense, parce que en vrai, quand tu regardes la musique, on retient tout de suite les gens. Même dans le milieu du cinéma, on retient les réalisateurs. Ouais. Mais la création d'un jeu vidéo, tu demandes qui est le créateur de Mario. Je te le dis, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui savent pas qui est le créateur de Mario. Bah, surtout que si tu demandes à la génération qui est sur Twitter aujourd'hui, tu vois les gens qui postent des commentaires sur des thèmes politiques ou d'actualité, ça fait peur. Donc imagine bien que dans la culture du jeu vidéo, c'est encore une histoire de niche, hein, comme on aime bien dire, je pense. C'est- Mais tu vois, c'est fou en fait. C'est que un mec comme par exemple Michael Jackson qui est mort en 2009, hein, ça fait Ouais, plus de 10 ans qu'il est mort. Il y a des gamins qui sont nés après sa mort et ils savent qui est Michael Jackson. ouais, Mais Shigeru Miyamoto qui est encore vivant, aucune idée, hein. ouais. Et même s'il décédait, tu vois, c'est comme Toriyama. Toriyama, c'est... Alors, si t'es fan de DBZ, c'est vrai que c'est intéressant de connaître toute l'œuvre artistique autour. Mais il y a des... et combien de gens ont regardé DBZ sans savoir qui avait dessiné ça, tu vois? Ben, il y en a des tonnes, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais parce que forcément, enfin, c'est des choses que les gens ne prêtent pas attention déjà de un parce que
parce que les éditeurs, les développeurs, ceux qui font les mangas ou quoi, etc., ils communiquent pas sur les personnes qui réalisent des œuvres comme ça. Mhm. Ils communiquent uniquement sur les œuvres parce qu'il faut vendre, parce qu'il y a un public. Mais Mhm. sur une personnalité, il y a peut-être deux, trois mecs comme ça qui vont faire un livre sur lui et basta, fini, c'est tout, hein. Mhm. Ouais, 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 c'est clair. Bah déjà, ça s'est éteint, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais Toriyama, ça a duré un mois son histoire de d'hommage au niveau des gens qui ont voulu acheter les produits dérivés, tous les jeux qui avaient des, comment dire, des dessins issus de sa main avec les Dragon Quest et puis d'autres jeux. La hype, elle s'est vachement tassée quand même, hein. C'est- Ah oui, mais regarde, je te prends l'exemple, enfin, je reprends l'exemple de Michael Jackson. Mm, Quand Michael Jackson est mort, mais ça a duré des mois et des mois. Il y avait des émissions sur lui, mm. il y avait des documentaires, il y avait M6 qui avait organisé, tu sais, la personne qui ressemble le plus à Michael Jackson en termes de danse, en termes Cosplay, de ouais. comment dire, d'esthétique ou quoi, Ouais. etc. Enfin, il y avait vraiment un gros, gros truc. Et là, cette année ou l'année prochaine, je sais plus, il y a un film sur Michael Jackson qui va Ah sortir. ouais, j'ai hâte, ouais, j'ai hâte, ouais. Voilà. Parce que je vais être très critique, ouais. Toriyama, Ouais. ouais, c'est ça, mais tu vois, mais genre Michael Jackson, ça a duré des mois et ça dure encore aujourd'hui. Mm. Toriyama, ça a duré un mois. Oh là là, c'est le créateur de Dragon Ball, de Dragon Quest. Oh là là, on chiale, on chiale. Le lendemain, ah ben tiens, il y a une annonce sur Dragon Ball Daima. Et après, les gens s'en foutent, tu vois. Mhm. Bah, tout dépend de l'impact que tu as eu sur la culture mondiale du divertissement ou Bah, d'autres Toriyama, trucs. c'est pas rien, hein. Ouais, c'est pas rien. C'est ça qui est assez hallucinant parce qu'ils ont peut-être, enfin, c'est un exemple ouais, qui peut être intéressant parce que un c'est dans la musique, l'autre c'est dans le dessin et l'animé. Mais ils ont, comment dire, ils ont presque, comment dire, comment on peut dire, travaillé au même moment, durant les mêmes années, avec comment dire, comment dire, de diffusion de leur art, tu vois, pendant 30 40 ans, et au final, le résultat est pas forcément le même. Mais après, bien sûr, là on prend, c'est comme si on prend le numéro un face peut-être, tu vois, c'est compliqué de comparer les choses. Mais ouais, l'exemple, c'est pour démontrer en effet que oui, le côté musée, en fait, ça impacte les gens de façon différente suivant leur culture. Si tu connais pas grand-chose et que tu as envie de connaître un jour, bah tu vas dans le musée, sinon si tu es déjà fan du truc, tu connais tout. Nintendo, sincèrement, voilà, on a les machines chez nous, on a joué avec, on a Internet. Pourquoi aller dans un musée à des kilomètres, voir une machine sous vitrine? C'est bizarre. Ouais, bon, après, je pense que, bah, comme je t'ai dit, Nintendo, là, se positionne énormément de la même manière que Disney. Sauf que Disney, ça fait plus de 50, 60 ans qu'ils font ça. Hmm. Et Nintendo, ils sont en train de faire la même chose avec, justement, les parcs d'attractions, les Ouais, musées, ouais, ouais. le film Mario. Donc, ils sont en train de se positionner. Et puis surtout parce que la Switch a extrêmement bien marché. Donc, Hmm, hmm. ils se positionnent et ils font en sorte que Mario soit connu mondialement. Et aujourd'hui, Mario est beaucoup plus connu que Mickey. Toi, tu penses, j'ai entendu ça aussi. Il y a des gens qui ont beaucoup répété. Je suis pas sûr en fait. Toi, tu penses vraiment que c'est la réalité? Ouais, 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 franchement, ouais. Avec la À génération l'époque où on d'aujourd'hui, tu veux vit, dire? Ou, ouais, ouais. À l'époque où on vit actuellement, Mario est plus populaire que Mickey. Parce populaire. que, Populaire. Parce que ouais, 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 populaire. populaire. Ah, c'est compliqué hein, parce que moi j'ai plus grandi avec Mickey en fait. Moi j'ai connu Mickey avant de connaître Mario, tu vois. Et Ouais, pareil, hein. Et je sais pas en fait, je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer ça parce que quand t'es gamin en fait, tu vois des dessins animés de Mickey en noir et blanc, tu vois des trucs comme ça. Après Mario, t'es pas en âge de comprendre qui est Mario quand t'as 6 ou 7 ans enfin, et que tu joues à un jeu vidéo, tu vois un bonhomme qui court, on ne dit pas forcément que c'est Mario, j'en sais rien, je sais pas.
Je, je sais pas. Bah, tu sais, il y avait une interview comme ça dans les années 90 où il y avait une émission japonaise qui a interviewé Shigeru Miyamoto. Hmm. Et on lui avait posé la question, est-ce que Mario équivaut à Mickey? Ouais. Et, euh, et donc Miyamoto disait que Mickey, ça fait plus de 50, 60 ans qu'il est là. Nous, ça fait même pas 20, 30 ans qu'on est là ou quoi, etc. Ouais. On essaye de faire de notre mieux, mais on fait en sorte aussi que Mario puisse devenir un jour ou l'autre aussi grand que Mickey. Et c'est Ah ce qu'il oui. avait dit justement dans une interview. Il faudrait que je la retrouve. Hmm, hmm. Mais, euh, mais déjà à l'époque, dans les années 90, on faisait déjà ce parallèle entre Mario et Mickey. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est leur but, hein, je pense. Hein, l'avantage avec Mickey, c'est avec les parcs d'attractions, le marketing, la diffusion dans tous les pays du monde, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a un impact pour les anciennes générations plus important comme la mienne. Partout où t'allais, t'avais même un plagiat de Mickey sur les habits. Tu vois, la petite souris, elle était connue. Mario Bros. Il y avait Florent Gorge qui en parlait. Cherche des goodies en fait de Mario et Nintendo dans les années 80 dans les supermarchés, il n'y en a pas quoi. C'est, Ouais. je pense qu'ils ont. C'est grâce aussi aux nouveaux directeurs marketing de chez Nintendo qui ont repris un peu le flambeau, qui ont commencé à développer la marque Nintendo et ils se disent il y a un truc à faire. Mais il fallait le faire avant, je pense déjà ça. Tu vois? C'est- Ouais, mais c'était encore trop tôt. Tu imagines bien qu'en plus de ça, le jeu vidéo n'avait même pas encore 40 ou 50 ans comme Mickey, tu vois. Donc Hmm. c'était très, c'était très très niche aussi, hein, justement, le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo c'était quelque chose qui était très mal vu à cette époque-là, où à la base c'était à la base pour les gamins. Aujourd'hui, n'importe qui joue aux jeux vidéo, c'est normal. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, Redley, il dit c'est comme Pikachu, demande à un gamin, il te répondra direct. Il peut le comparer à Mickey. Mais Pika- ça me fait rire, ça. Ça me fait rire parce que moi, dans ma tête, la première fois que je vois à la télé, moi, les Pokémon, ça me dépasse encore aujourd'hui, hein. Mais la première fois que je vois un dessin animé Pokémon, là, je crois je sais plus quelle année c'est, là, autour des années 2000, là, peut-être un peu avant ou un peu après, j'en sais rien. Et je me Ouais, dis, c'était en 98. ouais, bah, tu vois, je me dis, Ouais, ouais. c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette merde? C'est quoi. Il y a tous les gamins, ils sont comme des fous devant la télé. Nous, on a connu des dessins animés avec des scénarios à l'intérieur. Les mecs, ils avaient une histoire, ils se battaient pour la liberté, pour je sais pas quoi. C'était de la propagande en fait, tu sais. Et là, Pokémon, le mec, il court partout, il veut acheter. C'est un gros capitaliste, c'est un connard de capitaliste le mec, avec ses Pokéballs. Ouais, ouais. On dirait, c'est un peu dans le thème, tu sais, G.I. Joe et Musclor là, les maîtres de l'univers là. C'était des compagnies qui avaient fait un dessin animé pour faire des jouets. Et tu sens que Pokémon, là, c'est pareil. Ils font un dessin animé pour faire des Ouais, jouets. bah oui. Bah, c'est exactement la même chose avec les Tortues Ninja, c'est exactement la même chose avec Beyblade. C'est des dessins animés qui ont été conçus pour vendre des peluches, des toupies, des jouets, des figurines. Ouais, À la base, c'est ça, hein. ouais. Parce que dans les années 80, Nintendo, ils ont sorti tellement d'accessoires. Je ne sais pas s'ils voulaient créer une quincaillerie à un moment donné, mais le Power Glove, pour moi, c'est un truc qui m'a marqué. C'était tellement nul et que ça servait tellement à rien. C'était encore plus dur de jouer avec la manette. T'avais ta manette sur le haut du poignet, tu devais taper avec la main gauche pour donner les directions. Mais ça ne servait à rien. Mais en fait, Nintendo, je sais pas comment dire, ils ont inscrit en fait dans la culture du jeu vidéo des trucs, des innovations. Alors ils en ont raté plein, mais s'il doit avoir un musée, il faut mettre en valeur ces trucs-là qui n'ont pas forcément marché. Ça peut être intéressant de se dire, pas forcément un musée parodique, mais de dire oui, on a essayé voilà, en 88 ou 87 de créer le Power Glove et puis de donner une nouvelle dimension au jeu vidéo. Ben, on s'est trompé. Ben, en fait, c'est trop sérieux. Tu vois, le musée, il est beaucoup trop sérieux, je trouve. Le musée, il va omettre de mentionner des choses qui n'ont pas marché dans la compagnie, tu vois.
Ouais, bah écoute, hein, ça va faire exactement comme t'as dit la dernière fois en live, hein. Il y aura un gars de la sécurité, une vendeuse, il y aura du coup, comment ça s'appelle, les trucs d'antivol, les portiques et tous ces trucs-là, quoi. À mon avis, ça va être comme ça que ça va être transformé, parce que forcément, les musées de jeux vidéo, pour moi, c'est... En fait, c'est d'un sens, je peux comprendre qu'ils le font parce que forcément, c'est leur histoire, ils sont fiers de ça ou quoi, etc. Pendant très longtemps, Nintendo ne voulait pas faire de musée parce que dans leur tête, c'était justement d'avancer. Toujours avancer, avancer et pas regarder le passé. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus relatif Mm. parce que ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent du rétro gaming, qui s'intéressent à ça ou quoi, etc. Et ils sont pas cons, hein, ils savent très bien qu'il y a des personnes qui sont attachées à ces vieux jeux. Mm. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font un musée. Et même si le musée ne correspond pas à vous, enfin quand je dis vous, je parle des rétro gamers hardcore, Ouais. bah ça va toucher quand même le grand public parce que il y a Mario, il y a Pikmin, il y a Pokémon, il y a Zelda et puis voilà. Ouais, ouais. Non, mais je vois très bien, ouais. Dans tous les cas, ça va se vendre. Pour moi, en fait, ça va devenir comme un Ikea. Tu sais, quand tu Mm. rentres dans un Ikea, Ikea, en fait, ils font en sorte de mettre toujours des restaurants Ouais. dans les Ikea. Eh ben, le musée, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas passer peut-être une heure et demie dans le musée. Tu vas avoir la dalle, hop, ah bah tiens, il y a un resto à côté, ou alors il y a des trucs Mm. de vêtements, de goodies, et puis voilà, et ça va se vendre. C'est une expérience d'achat, c'est ça. Il faut que ça soit un ensemble, qu'il y ait un peu de tout. On peut pas concentrer la visite que sur un thème, surtout un thème qui n'a pas forcément lieu d'être aujourd'hui, vu que les machines sont encore exploitées par des gens et en activité. Donc je sais pas, c'est très bizarre. C'est comme si on faisait un musée sur les voitures, mais les voitures d'aujourd'hui qui marchent encore, ou encore utilisées, ou les voitures encore utilisées, hein, point final. Hein. C'est, je veux dire, on fait un musée sur les voitures anciennes, par exemple, ou les voitures de sport que tout le monde ne peut pas acheter. Mais si tu fais un musée sur la Clio, sur la Safran, sur la R5, ça n'a aucun intérêt. Et c'est des voitures beaucoup trop récentes que des gens ont connues et qui sont encore en activité pour certaines. C'est, enfin, moi, je vois un peu ça comme ça. C'est que les choses qu'ils ont mis en place dans le musée, ça a été fait par un gars des années 70 comme Miyamoto, qui, qui est content en fait de tirer sur un écran rétroprojecteur avec un super scope, et il dit ça c'est super. Bah en fait non. Non, c'est pas... Je vais pas payer pour faire ça, moi. Tu vois? Ouais, bah écoute, hein, je pense que bah, comme j'ai dit avant, hein, Nintendo, enfin pas Nintendo, mais Miyamoto, il a plus rien à prouver. Il dit, oh tiens, chouette, un musée, bah tiens, attendez, c'est moi qui vais faire la présentation et tout. Et puis voilà, il s'amuse. Hmm. Les gens, ils sont contents, ils font waf waf, trop bien. Et puis voilà, et ensuite, bah, ils vont payer leur ticket, ils vont passer un bon moment, c'est tout. Ouais. C'est c'est comme ça. De toute façon, un musée à la base, c'est pas, enfin, ce n'est un musée n'est pas conçu, en tout cas, hein, de ce que je dis là, c'est pas forcément véridique. Mais un musée, pour moi, c'est pas fait pour être rentable. Un musée, Ouais. c'est un endroit historique, c'est un endroit où on a besoin de retrouver Hmm. justement ce qui a été fait avant ou quoi, etc. Donc, pour moi, je le vois plus comme un endroit historique. C'est pas quelque chose de rentable. Ce Ouais. qu'il y a de rentable, c'est quand tu sors du musée, pas à l'intérieur. C'est vrai, c'est vrai. Au niveau du commerce qui va être autour de ce musée-là, ouais, ouais. Mais c'est bien ce que tu dis parce que ça peut poser le sujet avec le problème qu'il y aura avec ce soi-disant musée que d'autres youtubeurs ou d'autres associations en France veulent faire, comme le musée de Thèbes, là, en voulant faire un commerce d'un musée. Et c'est la grosse erreur. C'est la très très grosse erreur. Ils ont plus le projet de faire un commerce que de faire un musée. Et c'est pour ça que pour moi, tu peux pas associer les deux en fait. Les gens ne vont pas aller dans un musée si c'est un commerce. Ils vont aller d'abord dans le commerce et après ils iront au musée si,
Si en effet c'est pertinent par rapport au commerce d'à côté, mais ils vont pas aller d'abord se déplacer pour aller au musée. Moi je vois pas, je les vois pas, je les vois pas faire. Je vois comment les gens réfléchissent aujourd'hui, c'est pas concevable. C'est pour ça que je suis Ouais, et puis pas. surtout, il faut se dire que à la base, pour moi, ça, ce genre de musée, c'est vraiment des musées grand public, hein. C'est vraiment pas fait pour nous. Hmm. Parce que tu imagines bien, t'as une famille qui se balade au Nintendo World, ils passent un bon moment, et puis là ils se disent, ah bah tiens, il y a le musée Nintendo, trop bien, on va voir bah, les vieux jeux que ton père ou ta mère jouaient bah, quand ils étaient petits ou quoi, etc. Les gamins, ils vont forcément passer du moment à regarder, peut-être 5-10 minutes grand max. Et puis dans le musée, il y a des... Voilà, bah, comme a fait justement, comment ça s'appelle, Miyamoto. Mhm. Il est en train de jouer aux zappers, il est en train de jouer avec bah, la manette géante, les gamins vont passer du temps dessus, et puis voilà quoi. Ouais, 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 exactement. Ouais. Et puis, au pire, si jamais ces gens-là veulent jouer avec les consoles d'origine, bah, ils vont dans une convention, ils y jouent un peu, ou alors ils vont dans une brocante, ils cherchent des consoles, des jeux. Maintenant, si Nintendo a fait ce musée parce qu'ils ont le but dans le futur de recommercialiser sur les plateformes de téléchargement de la Switch 2 là, qui va arriver, ou la Switch 1 là, toujours, des vieux jeux Nintendo et d'essayer de cultiver les gens en leur disant regardez, c'est ici et c'est sur cette machine qu'on a fait ce jeu là, donc maintenant si vous voulez y jouer, ça va être sur la Switch en téléchargement. Tu penses qu'il y a une idée en fait de commercialiser les futurs jeux à travers le musée aussi, un produit marketing inconscient, tu vois? Non, franchement, non. Non? Ça serait trop gros, quoi. Ah, je sais pas si tu m'entends, peut-être on t'a perdu. Alors, regardez les gars, j'ai un... Vous savez quel jour on est aujourd'hui? On est le 24 août. Regardez. Ah, t'es revenu, ça y est, voilà. Jusqu'en... Ouais. On est le 24 août, et le 24 août, regardez quel jour c'est, en fait, c'est la sortie de Moonwalker sur Mega Drive, euh, le 24 août 1990. Et je viens de trouver ça sur Twitter avec un rétro gamer que je suis qui met toujours des trucs super intéressants. 24 août 1990, sortie de Moonwalker sur Mega Drive. Voilà la culture, les gars, du jeu vidéo. C'est ça. C'est ça aussi. Et ouais. C'est intéressant. Et ces gars, franchement, je trouve vraiment dommage que les mecs, ils aient pas quand même réussi à faire, euh, à faire un musée, quoi, avec ce qu'ils ont comme histoire. Mais ils ont trop honte, je pense qu'ils ont honte, en fait, des échecs de la Saturn relatifs et de la Dreamcast surtout. Non, moi je pense qu'ils s'en battent les couilles, hein. Ouais, bah autant. Parce que, bah oui, parce que les plus anciens, ils sont partis. Hum, Ça hum, fait hum. des années qu'ils sont partis, alors que quand tu vois, par exemple, Miyamoto et, comment ça s'appelle, comment il s'appelle le mec qui a fait la musique de Mario, là, Yuzo Koshiro, ces Ouais, personnes-là, ils sont encore là. ouais. Mais tu prends par exemple le créateur de Sonic, comment il s'appelle, Yoshi Naka, Hum. le mec il a fait 3 ans de tôle. Ah ouais. Bah oui. À cause de quoi? La fausse facture? Parce que apparemment il a acheté des actions chez Square Enix. Ah, Enfin non, en fait il travaillait chez Square Enix et il a acheté des actions en bourse que Square Enix n'était pas d'accord ouais. et il s'est mangé 3 ans de tôle à cause de ça. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, quand même. Ouais, salut Dolphin64. Alors, Dolphin, il disait Miyamoto était allé à Disneyland, c'est ce qui a inspiré le Mario World, la map où on se déplace, etc. Ah ouais, par rapport au Mario World sur la Super Famicom. C'est intéressant, ouais. Je pense que j'avais dû le lire, mais ça m'était pas resté dans la tête, ouais. Brasildom, il disait, lorsque Mario est apparu dans l'espace médiatique, Mickey, lui, vivait ses derniers temps d'exploitation médiatique, ce qui explique pourquoi les enfants des années 90 connaissent plus Mario que Mickey. C'est vrai qu'on n'a pas fait de dessin animé long métrage chez Disney avec Mickey en star. C'est vrai, t'as raison. On l'a plus mis dans un parc d'attractions et on l'a enfermé là-dedans. C'est pertinent ce que tu dis, c'est vrai.
Genre, après, ça passait à la télé dans les mini dessins animés rediffusés sur France 3 ou à la télé, quoi. Ouais. Ça te fait penser au musée de Thèbes, Ridley, tu dis, ouais. C'est le problème avec le rétro gaming, trop de fausses raretés. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bah, ouais. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, voilà. Il y a bien le parc d'attractions Mario maintenant avec gros magasins goodies. Ouais, moi ça, j'ai l'impression d'être au BHV quoi. Ça m'intéresse même pas quoi. Toi, t'aimerais y aller toi dans un truc de goodies comme ça dédié à un personnage ou Bah, quoi? j'aimerais bien déjà aller au Japon. Ouais, Hein, ouais, ouais, ce serait vraiment bien. Et puis, oui, aller forcément aller rentrer dans un truc de goodies, dans les pachinko, dans les salles d'arcade, parce que j'aimerais bien aller bah, chez Gigo, hein. ouais, Alors c'est pas Gigo, c'est Gigo, hein. ouais. Voilà, tous ces endroits-là, mais bien sûr aller ailleurs que ces endroits-là, peut-être aller à Osaka, à Saitama et tous ces endroits-là, quoi. Hmm. Mais mais ouais, juste faire un tour là-dedans et puis ensuite je t'appellerai pour te dire bon allez, tu veux quel jeu? Ah ouais, ouais. Ouais. Bah, tu sais, je pense que après, ouais, je pense que toi, tu prendrais des jeux pour tes amis, il y a pas de problème. Mais tu sais, le symptôme qu'il y a en fait avec les gens qui vont au Japon, ils te disent, ouais, si je vais au Japon, tu me demandes un jeu, hein. Et tu sais, tu lui sors un jeu en fait auquel il n'a pas pensé, un jeu qui est très cher en France et qui coûte rien au Japon. Le mec il dit, non, non, mais je l'ai pas trouvé, hein. Et puis il le garde pour lui, il le Ah bah ramène ouais. pas. Ah non, mais les rétro gamers en France sont exceptionnels, tu sais. Ah oui, oui, dès que tu leur montres un jeu japonais ultra rare, ça y est, c'est parti, hein. Ouais, et puis quand tu Moi, de toute parles. façon, moi, quand je vois toutes ces boîtes-là, je me dis, putain, mais mec, franchement, en fait, le truc, c'est que les boîtes sont très jolies, elles sont très colorées et tout ça. Ouais. Je comprends que ça donne envie, hein. Hmm. Mais moi, mec, moi, si je vois des boîtes comme ça, je vais pas mettre 100, 200 euros, hein. Je vais aller chez un imprimeur, je lui dis, ouais, fais-moi un cadre, ou alors, Hmm. fais-moi genre la boîte exacte, hein. Ouais. Mais je vais pas m'amuser à payer le prix fort, hein. Hmm, hmm. Ouais, bah, d'où en fait l'envie de simplement conserver le patrimoine en achetant le vrai jeu ou avec la vraie boîte et de dire, regardez, je fais un musée chez moi. C'est ma collection, mon musée il est chez moi. Il y a que moi qui peux le voir parce que j'invite personne et personne peut toucher à mes jeux parce qu'ils sont sous un boîtier anti-vol. Non mais tu vois le ridicule du truc, les gars en fait, Ouais. ils vont acheter le vrai jeu, la vraie boîte à 200 balles alors que le jeu en loose il vaut 30 balles. Ils te disent, moi je conserve le patrimoine vidéoludique, j'ai le projet de faire un musée et ils achètent des boîtiers anti-vol et des crystal box et personne n'a le droit d'y toucher. Donc au final, le jeu, on n'y joue pas. Et il va mourir sous une boîte en plastique dans un étalage dégueulasse. Parce que déjà, ces gens-là, en plus, ils ont aucun goût la plupart du temps pour mettre en valeur leur collection. Je sais pas si t'as vu. C'est assez affolant. Mais bon. Ouais, bon, après, le truc, c'est que, bah, comme c'est des vraies boîtes, bah, ils y touchent pas. Ils mettent ça dans un carton ou dans une Ouais. étagère ou quoi, etc. Moi, franchement, moi, enfin, voilà, si j'avais du temps à perdre ou quoi, etc., Mm, j'aurais fait des fausses boîtes, je les aurais accrochées au mur ou quoi, etc. Un truc vraiment stylé, bien coloré comme il faut. Parce que mm. quand tu vois ces boîtes-là, tu te dis, mais mec, franchement, mais les mecs qui ont dessiné ces boîtes, qui ont fait ces putains d'illustrations de fous Ah, c'est furieux, magnifique. Ouais. euh, voilà, ne mérite pas d'être rangé comme ça en mode genre comme si c'était genre comme si t'allais acheter genre bah, ton essence, faut pas déconner. Tu dois les exposer, accrocher sur un mur ou faire quelque chose comme ça. Mais comme ça vaut je ne sais pas combien, bah ils y touchent pas, hein. C'est limite si tu touches uniquement avec des gants, Mm. Ouais, c'est triste, hein. Tu vois, c'est paradoxal parce que le plus beau des musées, en fait, c'est ta collection, si elle est grande, parce que tu verras jamais ça ailleurs. Et le fait que tu ne fasses pas partager ça à d'autres personnes, mis à part tes enfants qui s'en foutent d'ailleurs, ou alors... Non, mais c'est dommage. Les plus beaux hein. Oh mais c'est musées, vrai en plus, hein. ouais, c'est dommage. Les plus beaux musées sont chez les collections privées et on veut te faire payer pour aller dans un musée où finalement il n'y a pas grand-chose.
C'est ah, c'est dommage. Euh, Sébastien, il a raison. Qui pense que c'est des vraies boîtes reproduites dans les années 2009, surtout en France? Euh, Bah, personnellement, moi j'ai reproduit quelques boîtes Super Famicom, une dizaine, et l'encre ne tient pas aussi bien que sur les vraies boîtes, parce que j'ai pas utilisé moi de l'encre en imprimerie bon marché, et très bonne qualité, j'ai pris de la bon marché, tu vois. Moi j'ai payé environ 2 euros pour refaire une boîte. J'ai arrêté rapidement, hein, parce que à un moment donné, tu sais, tu vois, je te le dis même, On Games, j'avais environ 10 jeux en loose, un truc comme ça. Donc tu fais le calcul, tu vas dépenser 140 euros de carton reproduit pour mettre tes jeux en loose sur une étagère. Je me suis dit, ça sert à quoi en fait? Ça, en fait, je me dis, ça n'a aucun intérêt, sauf s'il y a trois quatre jeux qui me font plaisir de le faire, mais refaire tous les jeux en loose que j'ai avec des fausses boîtes, vu le prix que ça coûte, à 1000 balles là, 1000 francs là, putain, 150 euros, non, non. C'est Ouais, bah non. c'est assez limite quoi, ça a ses limites, mais bon, moi je suis d'accord avec toi, c'est que, comment dire, l'artwork qu'il y a sur ces boîtes-là, faut le mettre en valeur quand même quand tu achètes le vrai truc. Faut pas me l'enfermer, je sais pas, j'en sais rien, c'est Ouais, très franchement, spécial. c'est pas. Enfin, je sais pas, je trouve que voilà, que les boîtes elles sont jolies, elles ont une belle forme. Ça. En fait, je comprends que ça donne envie, que tu as envie de les acheter parce que c'est coloré, parce que ça a une forme particulière, parce que ça brille, ou quoi, etc. Ben, autant les reproduire, quoi. En fait, si c'est juste les boîtes, ben, autant les refaire. Maintenant, si Ouais, c'est pour jouer, au pire des cas, t'achètes du loose. C'est comme, tu sais, j'avais vu justement, il y a, comment il s'appelle, Masahiro Sakurai, hmm, donc c'est le créateur de Kirby et de Smash Bros, où il faisait justement des vidéos YouTube après la sortie de Smash Bros Ultimate, où il montrait sa collection. Sa collection, c'est que du loose. Il achète rien en boîte et notice. Il ouais, achète que du loose. Et le mec, il fout ça dans des, comment ça s'appelle, dans des boîtes plastiques transparentes, avec les manettes ou quoi, etc. Et ouais, il a présenté aussi, parce que ça c'était durant la période Covid, ouais, où il a montré justement toutes les consoles qu'il avait euh, dans son salon. Donc il y avait de la Mega Drive, il y avait des consoles Sega, Nintendo, il y avait de la Xbox, il y avait carrément de la PlayStation, alors que c'était diffusé, je crois, dans le Nintendo Direct. Mais voilà quoi, mais c'était normal. hmm. Ouais, ouais, je vois très bien, ouais. Après, dans les commentaires, voilà, je lisais les commentaires en même temps. Quand tu mets de l'argent sur la table, la rentabilité est l'objectif numéro un. Sinon, tu ne le mets pas. D'où l'appel aux donations de plusieurs investisseurs et pas un seul. Business, business. Alors, moi ce que je comprends pas, tu vois, c'est pourquoi les gens, justement, ça fait quand même, allez, ça fait 5 ou 6 ans, qui continuent de demander qu'on leur envoie des dons et des jeux pour faire leur musée, alors qu'on sait très bien qu'au final personne n'ira dans leur musée sauf eux. Pour agrandir leur collection, ils demandent des jeux en fait. On sait très bien que tout ça c'est une escroquerie monumentale, hein. N'envoyez pas des jeux pour soi-disant un musée, les gars, hein. Vous allez l'avoir dans le fion, c'est sûr et certain. Mais je- comment dire, qui est-ce qui va entretenir ce musée si quelqu'un est sérieux, il demande pas déjà de recevoir de l'argent à droite à gauche ou des jeux en fait pour faire son musée. Il trouve déjà le local. Il essaye de trouver un local, un lieu, et petit à petit, bah, il rajoute des choses dans le musée. T'as pas besoin de 4000 jeux pour commencer un musée. Si t'as 500 jeux et que tu les mets bien en valeur, et avec un écriteau, un petit cadre, un petit écran qui explique le jeu, etc., ou l'ordinateur, t'as pas besoin de 4000 jeux pour commencer un musée. Tu me feras pas croire que les gens aujourd'hui là qui te disent qu'ils ont un projet de musée, ils ont déjà pas au moins 500 jeux là sous la main. Enfin, et en effet, comment tu vas financer tout ça là?
est-ce que tu vas demander au conseil régional de te filer un peu de thunes ou alors à la maire du village ou de la ville de financer ton truc? Mais je pense que les gens qui veulent faire ce genre de musée en France sont à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Ils ont réfléchi à rien. J'y crois absolument pas, moi. On n'en aura jamais en France un musée sur le rétro gaming. Tant que ça sera commercialisé dans des brocantes, des conventions, des boutiques indé, personne sera prêt à payer pour aller voir des jeux anciens dans des sous-vitrines. C'est mort de chez mort. C'est pas rentable. Même tu me dis on t'offre une glace à l'entrée, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Tu regardes les illustrations de Yoshitaka Amano de Final Fantasy, tu pètes un plomb, c'est de l'art en bas. Ouais. Bah, l'autre fois, je vous ai montré une vidéo où je parlais de Final Fantasy que j'avais acheté sur Famicom. C'est le 3 que j'ai acheté. Je savais plus lequel j'avais acheté, mais le 3 c'était un des moins chers. Et il y a vraiment l'artwork est magnifique, hein. Alors Brasildom, tu dis perso, ton rétrobat fait parfaitement l'affaire pour en plonger dans le rétro, le physique, et en manipuler. Bah c'est ça, tu vois, c'est pareil, on a le même sentiment, c'est que on a eu tellement de jeux dans la main, Brasildom, c'est que j'ai pas besoin d'aller dans un musée pour contempler des trucs que j'ai déjà vus, tu vois. Enfin, euh, tu as encore de petites vitrines où trônent quelques souvenirs 3DO, Saturn, Xbox, des consoles portables, DS, PSP. Bah moi j'aimerais bien essayer de trouver un truc qu'on me donne, une petite vitrine mais basse, tu vois, un truc qui fait 1,50 m de haut, juste pour et assez fine, pas un gros truc, hein, mais juste histoire de mettre quelques trucs à l'intérieur pour voilà pour me rincer l'œil si j'avais envie de me faire un petit truc sympa, ouais. Mais ça serait encore une fois pour ton plaisir personnel. Voilà. Et je suis pas certain que les jeux que nous on a collectionneurs chez nous, ben vous les retrouverez en fait dans ce genre de musée. J'ai des gros doutes et je pense qu'en fait on les verra jamais. Le meilleur musée que l'on a, c'est celui qu'on a chez nous, hein, collectionneur. Sébastien, tu dis pour ta part, les boîtes, tu les détruisais dès l'ouverture. Tu te souviens, Secret of Mana, l'ouverture devant ton père. T'as éclaté la boîte, il t'a regardé bizarre. Je lui dis, c'est le jeu qui compte. Pourquoi tu me dévisages? Ah là là. T'es encore là, Ungen, non? Tu me dis. Si, si, ouais, je Ouais. suis là. Et toi, je sais pas si on t'a déjà offert des jeux à ton anniversaire ou à Noël, t'as demandé ce Oui, genre bien de. sûr. Et toi, tu déchirais la boîte ou tu la jetais? Tu faisais comment? Alors, je me souviens quand on a reçu la DS, ouais, on a déchiré la boîte, hein, en vrai. On a violé la Non, boîte. quoique, non. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'on a déchiré l'ouverture, mais pas la boîte entière. Ah. Ah ouais, non, mais je Ouais. vois. Ouais, on a tous fait pareil à un moment donné, hein. Il y a je crois que les jeux Master System, par contre, ça, en effet, c'était comme des boîtiers VHS, donc ouais, ça servait à. Inconsciemment, on n'avait pas envie d'essayer de la casser ou de la déchirer parce que c'était pas du carton. Et en effet, on n'avait pas le. J'ai jamais eu le désir ni l'envie de casser ou déchirer une boîte Master System parce que tu voyais que physiquement, en fait, ça n'avait pas d'intérêt ni de. Au niveau de la rapidité, je crois que le carton, ça nous a tous énervé le carton parce que ça nous rappelle les emballages alimentaires, tu vois, sur les boîtiers carton Game Boy, Super Nintendo, ça nous énervait, je crois, à cause du Ouais, sans doute, hein, vu que c'était gris, c'était des couleurs neutres, donc forcément, ça faisait penser un peu ça. Surtout quand tu vois les boîtes de Master System, bah, c'est des boîtes où t'as l'impression d'être à l'école, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais, bon. aussi, en plus, ouais, ouais. Ouais, c'est le format VHS comment dire, qui déroute aussi parce que tu as l'impression que le boîtier il est utile pour protéger la cartouche alors que sur Super NES c'était pareil mais le carton t'avais l'impression que c'était accessoire, ça faisait partie de l'emballage plastique qu'il y avait dans le magasin et
c'était pas important, mais au final, bon, tu vois que ça protégeait quand même de la poussière et l'humidité, quoi, quand tu le rangeais, quoi. C'était plus sympa. Mais bon, j'ai vu plein de copains, hein, pareil, hein, des Zelda, des F-Zero Super Nintendo et tout déchirer et garder que la cartouche en loose, hein, ils s'en foutaient, hein. Ils gardaient la map et la notice. Et puis, c'est- Mais donc le musée, ouais, le musée, si tu veux, je suis pas certain qu'on retrouvera des jeux authentiques dans ces musées-là. C'est pour ça que ça me fait peur de me dire, tiens, je vais aller en plus dans un musée Nintendo et je vais voir une boîte que les mecs ont reproduite récemment pour mettre dans le musée. Parce qu'ils n'ont pas été foutus de garder eux-mêmes les trucs qu'ils ont fabriqués, tu vois, dans les années 90. Mm. Enfin Ah, de toute voilà. façon, comme je t'ai dit, ça reste pour le pour le grand public. Maintenant, c'est pas une excuse, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils disent regardez le premier jeu Mario. Quand on voit le premier jeu Mario, voilà quoi, ça nous fait rien Ouais, ah, parce c'est qu'on clair. connaît le premier jeu Mario. Mais une famille lambda qui voit le premier jeu Mario, ça y est, c'est champagne à gogo. Mm, mm. Mais est-ce que tu connais le premier jeu Mario dans un centre commercial Nintendo avec des goodies à l'entrée et à la sortie et des écrans géants LED qui te racontent l'histoire. Tu vois, c'est ça la différence. C'est l'atmosphère en Ah fait. ouais. C'est comme Disneyland. Disneyland, c'est des vulgaires vidéos à l'entrée des. Disneyland, tu vas dans une attraction, tu vas, je sais pas moi, voir à l'époque la Chérie, rétréci les gosses, ou tu vas voir Star Tour à l'entrée. Il y a une petite vidéo avec un robot qui te dit attachez bien votre ceinture, hein, les amis, ça va être super, machin, je sais pas quoi. Tu sors du truc, et tu te dis ouais, c'était sympa. Et puis il y a un magasin, il y a un centre commercial direct en fait où tu vas acheter des goodies. Après il y a un restaurant et tout. Et en fait c'est ça, c'est que ça fait partie de leur parc d'attractions. Mais ils l'ont placé où, tu crois, le musée Nintendo là au Japon là? Il est loin de. Ouais, ouais, je pense, hein. Oh là Parce là. que déjà que Tokyo, c'est blindé comme il faut. En fait, toutes les grosses villes du Japon, tu peux oublier. Moi, je pense que tu sais, ils sont allés voir parce que là, en ce moment, j'ai vu récemment, enfin récemment, c'était il y a quelques mois, où t'as carrément des maisons au Japon gratuites, Ouais, tu vois, ouais. pour pouvoir se loger ou quoi, etc., à condition de travailler au Japon. Ah ouais, d'accord. Et parce que du coup, la population au Japon, elle est en train de baisser fortement, malheureusement. Et donc ils mettent à disposition des maisons à bas prix, donc à bas prix au niveau du loyer. Hmm. Et je pense qu'ils sont allés voir justement ces mecs-là en disant ah mais attendez les maisons là elles coûtent que dalle là. Ouais ouais bien sûr ouais ça coûte que dalle. Bah écoutez on va toutes les détruire, hein. On va juste prendre le terrain et on va faire un musée là, hein. Ouais, pourquoi pas. Comment? Oui c'est le même prix, oui tout à fait. Allez c'est bon on s'installe là. Ah, mais il y a sûrement de toute façon un rachat de territoire pour fabriquer ce genre d'entrepôt qui finit en musée, ouais, bien sûr. Il y a un but Ouais. commercial. Il y a un but En fait, moi, commercial. je vois deux endroits. C'est soit à côté du comment ça s'appelle, du Super Nintendo World, soit dans un endroit vraiment paumé de chez paumé, hein. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, je pense que de toute façon, ce truc-là, je sais pas quel est. Je pense qu'ils doivent s'ennuyer du côté de chez Nintendo, ils savent plus quoi faire. Et puis au final, ils te sortent un musée de terre alors que c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment, c'est pas le. Si tu fais un musée, tu le fais dans le parc Mario, là, le parc Mario Bros qu'ils ont fait, là. Tu le fais en plein milieu, Ouais, là, le ouais. musée, là. Qu'est-ce qu'ils ont été le faire, là, dans les quartiers, je sais pas où, là. Enfin, ça n'a aucun intérêt, Enfin, je comprends pas, moi. C'est un peu comme en France, on te dit Paris 2024, les Jeux Olympiques, et puis t'as une épreuve de surf à Tahiti, et puis je sais pas quoi, t'as d'autres épreuves de mer en fait à Marseille et je sais pas où. Enfin, c'est pas Paris quoi. Si tu fais si tu fais comment dire un musée Nintendo, fais-le dans le parc d'attractions. Le fais pas à 800 ou 1000 km du lieu où tous les gens vont aller. C'est assez bizarre. C'est c'est assez suspect leur truc là. Je pense que c'est le désir d'une personne ou c'est peut-être un truc pour rendre hommage à Miyamoto, tu vois, avant qu'il décède. Ils se sont dit, tiens,
Toriyama, il est mort il y a pas longtemps. Les mecs, ils ont rien fait pour lui. Nous, on va faire un truc pour Miyamoto tant qu'il est encore en vie. Enfin, je sais pas. Ouais, mais Non, après, le non. musée a été quand même prévu il y a au moins 3 ans de ça, hein, parce que Ouais. la première fois qu'on en a entendu parler, c'était en 2021. Oui, oui, c'est sûr. Je dis ça de façon sarcastique, mais je pense qu'il y a un but pour rendre hommage aussi aux créateurs, tu vois, de la plupart des jeux Nintendo au début. Parce que même sur Super NES, Miyamoto, il est un peu partout. Il est bien placé. Alors, Brasildom, il dit qu'il va faire 9 700 km pour aller là-bas voir ce qu'il possède déjà ou presque. Voilà, c'est ça. Pas grand monde, je pense, vu l'inflation, la situation. Je pense que c'est même pas une question en plus d'inflation, c'est que c'est une question pratique et d'intérêt. Voilà. Il y a aucun intérêt en fait à aller là-bas. Même tu me disais, si tu me disais en fait que le musée, écoute, il est à 50 km de chez moi et que je peux voir sous une vitrine en fait une console avec laquelle je peux jouer chez moi, et que t'as un mec qui m'explique que Mario il est sorti en telle année et qu'il a été fait sur une table de chevet dans une chambre, je sais pas quoi. Enfin, je m'en fous quoi en fait. Je peux le lire sur internet. Enfin, je comprends pas ce musée. Alors peut-être que eux, ils ont fait quelque chose de très modeste, et au final, nous on s'imagine un truc genre le Louvre, tu vois, mais en fait non. tu vois, je pense que peut-être que aussi on est à côté de la plaque niveau intérêt des Japonais pour ce genre de trucs, d'établissement, tu vois. Enfin voilà. Ah, je pense que la table, là où a été dessiné le premier croquis de Mario, vaut plus d'1 million. Tu penses? Aïe aïe aïe. Et non, 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 mais je dis ça comme ça, mais en fait, c'est quand même, je trouve que c'est quand même assez incroyable de se dire que le seul domaine d'art où on a encore des soucis à se poser des questions sur l'exposition, le musée, l'histoire, comment ça s'appelle, les artistes, les programmeurs, les créateurs de jeux vidéo, Ouais. c'est quand même le seul domaine d'art où on arrive à créer des conflits. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à redire sur quelqu'un, sur une œuvre ou quoi, etc. Parce que un truc tout bête, le monde du jeu vidéo, c'est le seul domaine d'art où on donne une note à un jeu. Tu vois, on donne une note sur 20, sur 10, sur 5. C'est 4 subjectif. sur 5, le jeu il est Ouais, ouais. excellent. Le jeu, tel jeu 18 sur 20, 6 sur 20, etc. Ça n'existe pas dans le milieu de la musique, ça n'existe pas dans le milieu d'art, ça n'existe pas dans la sculpture, ça n'existe pas dans les mangas, la bande dessinée. Mais Il y a que dans le jeu vidéo qu'il y a ça. si tu étais Carole Quinten, à combien tu mettrais la Joconde sur 10? Ah bah écoute, je pense que 21 je sur 20 la mettrais un Joconde. 9. C'est génial. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. 21 sur 20. Non, 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 mais t'as raison dans ce que tu dis. C'est un milieu dans lequel on aime bien juger l'œuvre par rapport au fait si ça va faire plaisir ou pas aux gens qui vont l'acheter, etc. Ouais, après c'est un sujet, je pense que ça amène d'autres sujets, quoi. Mais ça me fait rire le montage que j'ai fait avec DBZ et Magical Chase à côté, mais la tête de Mario. En fait, là, tu vois, sans faire exprès, j'ai mis côte à côte, en fait, des personnages de la culture mondiale, avec Mickey, euh, Dragon Ball Z, et puis Mario, côte à côte, là. Et je pense que si un jour on doit faire un musée, ça sera plus, en fait, aussi du côté de... Enfin, autant du côté de Toriyama que de peut-être de... Il y aura peut-être plus de choses à montrer, je sais pas aussi. Mario, ça a l'air très très bridé. Enfin, je veux dire, Nintendo et Mario, ça a l'air très bridé. On n'a pas le droit de dire en fait ce qui a pas marché. Tu vois, Nintendo, pourquoi il y a pas un espace dans le musée sur le Power Glove, tu vois, j'aimerais bien, moi. Ça me ferait rire, moi. Tu vois? Hmm. Enfin, il y a des trucs. Ouais, mais il n'y a pas la place. Ouais, non, non, mais c'est un musée bridé, on te raconte pas tout en fait. Dans le musée, en fait, on a bien te raconter l'histoire de ce qui a marché, quoi. Alors que c'est pas la Bah oui. réalité, tu vois. C'est ça qui est dommage.
Bah, ils vont pas commencer à dire que dans les années que dans les années 70, 80 ou peut-être un peu plus vieux, où Nintendo, soi-disant, avait des hôtels érotiques. Ouais. Oui, oui, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Bah ouais. Tu vas au musée Nintendo, une Famicom, hop, une pute à côté, tu vois? Mm. Non, mais Ouais, ouais. pourquoi pas? Et c'est comme. Et puis même, genre par exemple, un truc tout bête. Nintendo faisait des paquets de cigarettes. Ouais, Pourquoi ils les montent pas? ah ouais, exactement. Et tu vois, Disney, c'est pareil. Disney, quand tu sais qu'ils ont collaboré avec certaines personnes de l'ancienne Allemagne nazie de la Deuxième Guerre mondiale pour certaines choses, même pour l'espace avec la NASA, pour également les relations dans la création de certaines choses autour de l'univers de Disney. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas racontées. On te raconte la belle histoire, on efface les trucs qui n'ont pas forcément marché. Un musée, ça doit. Est-ce que ça doit. Après, ça sera un. Je pense que même au bac, s'ils posent ce genre de questions, est-ce qu'un musée doit tout raconter au niveau de l'historique comment Mm. dire, d'une compagnie ou d'un homme? Tu vois, quand on fait une biographie autour d'une personne et qu'on met en valeur sa biographie, on oublie de mettre parfois les choses qui dérangent. Alors lui c'était un pervers, lui il aimait l'alcool, lui il aimait les drogues, tu vois, enfin... Mm. Le musée, déjà le musée, tu vois, avec les vitrines là, pour moi c'est pas parlant. C'est beaucoup trop simpliste, ça raconte rien. Ça te raconte le commerce en fait, l'évolution du commerce, ça raconte rien. Pour moi c'est pas parlant. Il aurait fallu des interviews, des interactions, des conférences, j'en sais rien. Tu vois, c'est inintéressant. En fait, c'est une excuse pour agrandir la notoriété commerciale de Nintendo auprès des jeunes, ce musée-là. C'est le musée du flop, Mm. ouais, je vois pas l'intérêt. Le musée du flop. Ouais, ouais. Ça n'a aucun intérêt. Je sais pas. Enfin, tu sais, souvent, quand tu vas même à Disneyland, tu as des espèces de photos en noir et blanc à la fin d'une attraction pour te raconter qu'un mec, il a dessiné, il a imaginé telle ou telle attraction, et puis ça s'arrête là, en fait. Et puis après, tu vas acheter ton mug ou ta serviette de bain, voilà, Mm. de la, comment dire, de la tour de je sais plus quoi, là, de l'hôtel, là. Comment il s'appelle déjà? Tower of Terror, là, un truc comme ça, là, je sais plus, là. La tour de la terreur, là, c'est Je ça. connais pas. Avec les ascenseurs qui descendent vite, là, tu sais. Tu montes dans la tour, là, et l'ascenseur, il descend vite, là. Il y a des fantômes, je sais pas quoi. Et puis, Ouais. et puis on t'arrive en bas de l'attraction, il y a deux, trois photos en noir et blanc avec les gars qui ont conçu certaines choses dans Disneyland, dans l'univers du parc d'attractions, et puis après tu vas acheter ton mug et je sais pas quoi. Le musée Nintendo, en fait, c'est un peu ça. Tu vois des consoles, des machins, et puis à la sortie, à l'entrée, tu vas acheter ta figurine, ta carte à jouer, ou je sais pas quoi. En fait, on s'en fout, en fait, c'est accessoire. Faut pas nous faire croire que parce qu'il y a Shigeru Miyamoto là, que en effet on va t'apprendre des choses en allant dans ce musée-là. Enfin, en fait, non, rien du tout, hein. Tu vas rien apprendre, hein. Tu vas sur internet, t'apprends 10 fois plus de choses assis sur ton canapé que d'aller dans ce musée à tirer sur un rétroprojecteur avec un super scope. Tu vois, c'est. Mm. Non, mais bon. Enfin voilà. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que en ce moment au Japon, il y a une petite hype autour. Je sais pas si c'est pas, je sais pas si tu vois ce que c'est justement les machines à tourner. Tu sais quand tu mets une pièce d'1 euro ou 2 euros, Avec les tu pinces? mets ta pièce de hein? Avec les pinces là? Non, 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 pas ça, justement. C'est en gros, tu mets ta pièce, et en fait, quand ta pièce, elle est à l'intérieur, tu tournes en fait la manivelle, et il y a un jouet qui sort, tu vois. Ouais. Un jouet, une connerie du genre. Ah oui, oui, Mais en d'accord. gros, Ouais. voilà. Donc c'est ce genre de machine. Et en gros, Nintendo, ils ont eu la bonne idée de faire des porte-clés manettes. D'accord. Les porte-clés manettes Super Nintendo, NES, 64 et tout ça. Mais c'est pas la manette entière, c'est juste
des boutons de manette, Ah tu bon? vois. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est très très bizarre, mais ça se vend, mais comme des petits pains. Et à la sortie du musée, tu peux être sûr et certain que quand t'as vu la Super Nintendo, la NES, la 64 et tout ça, Ouais. forcément tu vas mettre une pièce, tu vas dire allez, vas-y, c'est bon, j'achète un porte-clés de boutons Super Nintendo et puis voilà. Attends, je me suis pas fait chier à faire 9700 km hein, pour ressortir sans acheter de porte-clés. Hein. C'est... Ah bah ouais, hein. Quand même, il y a la moindre des choses. Jouez mon porte-clés, foutez-moi la paix. Hein. Je suis pas venu pour rien. Non, mais les gars, c'est... De toute façon, il faut vendre des trucs, c'est normal. C'est normal, je peux Ouais. comprendre. Hein. Faut que ça ait un intérêt. Si ça n'a pas d'intérêt, ouais, ça devient compliqué pour la suite des événements. Hein. Qui est-ce qui va financer ce musée-là? Je sais pas, mais tu sens qu'en effet, s'il n'y a pas de l'argent qui tombe derrière par des rentrées, tu vois, au niveau des goodies, le musée, ils vont pas le laisser. Tu vois, ils ont aucun intérêt, Nintendo. D'où l'intérêt de financer avec des goodies à l'entrée, à la sortie, quoi. Oui. Voilà. Bah écoute, hein, pour moi, ça sera tout là ce soir là. Je voulais juste discuter du musée. Bah écoute, merci à toi d'être passé, hein. Pas de souci. Et puis les gars, hein, passez une bonne soirée, un bon début de week-end hein, pour ceux qui sont en week-end que ce soir. Alors Basildom, la critique par définition est toujours subjective et personnelle, tout à fait. Bien sûr, on rend hommage à la grande philosophe Carole Quinten et Julien Chiez. C'est, 21 sur 20. J'ai trouvé très peu de défauts. Génial. J'espère qu'un jour... Ouais, j'ai trouvé 50 bugs, mais c'est pas grave, 21 sur euh, 20. ouais. Ouais. Voilà, allez, sur ce, bah écoute, merci à toi, salut à toi, Ongame. Salut, Allez. ciao, ciao.
my god!